Nous apprenons qu'Yvonne Ternisia est la plus jeune lame de l'empire d'Albraït et la plus jeune fille de la famille Ternisia, à laquelle appartiennent tous les célèbres chevaliers de l'État. Souriant gentiment, la protagoniste annonça qu'elle serait bientôt de retour et monta dans la voiture. En regardant par la fenêtre, elle devina qu'elle devait à nouveau se rendre au palais d'Ernst. La protagoniste se souvient que le deuxième prince de l'empire d'Albraït, Ernst, est son ami le plus proche depuis qu'elle est toute petite et qu'elle a entendu dire que leur avenir était décidé depuis longtemps. La jeune fille ne sait plus ce que signifie cet avenir, mais les adultes l'obligent parfois à venir rencontrer Ernst. Tendue, la jeune fille devine qu'elle a très chaud et se souvient que ses sœurs lui ont demandé quelque chose. Regardant gravement sa parente, elle lui demande de se tenir à l'écart du prince Théodore dans le palais. Nous apprenons que tout le monde a entendu parler du premier prince Théodore et dit qu'il tue les gens sans réfléchir. Chaque jour est imprégné de l'odeur du sang et une personne vivante n'est qu'une victime pour ces tortures élaborées. Se souvenant qu'elle avait entendu dire que le prince prenait même des bains de sang, la protagoniste secoua la tête avec crainte et se souvint d'autre chose. La jeune fille devina qu'on croyait que tous les problèmes étaient dus à la couleur des cheveux du prince. Ses cheveux étaient aussi noirs que l'abîme, et tous les habitants de l'Empire évitaient la couleur noire. Tout cela s'est produit parce que la couleur noire symbolise un mal ancien qui a failli détruire le monde des hommes. Mais ce n'est qu'une légende. En effet, lorsqu'un prince héritier aux cheveux noirs est né dans la famille de l'empereur, tout le monde a été terrifié par lui, et la jeune fille, déterminée à se distraire de ses pensées, a supposé qu'il ne le rencontrerait jamais. Lorsque la protagoniste est arrivée à destination, son amie a volé jusqu'à elle, s'est exclamée de son nom, l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle lui manquait beaucoup. Le garçon a empoigné son amie si fort qu'il a failli l'étrangler. Elle s'est alors précipitée pour l'éloigner d'elle en s'exclamant qu'elle ne pouvait plus respirer. Puis il lui a attrapé le bras et l'a écarté en lui expliquant que maman avait une réception aujourd'hui et qu'il devait se dépêcher. Regardant son compagnon avec crainte, la jeune fille lui demanda d'attendre un peu et de la laisser saluer les gens d'abord. Mais le garçon, souriant, expliqua que ce n'était pas grave puisqu'ils étaient de toute façon occupés en ce moment. Au même moment, les serviteurs qui regardaient la jeune fille firent remarquer qu'elle était ravissante. Elle soupira de fatigue et devina qu'elle et le garçon avaient le même âge, mais elle se sentait comme une grande sœur. Quelque temps plus tard, la protagoniste, se trouvant sous le soleil, devine qu'il fait très chaud dehors, mais elle est immédiatement détournée de ses pensées par une amie qui lui propose de jouer à un jeu mère-fille. Se crispant, la protagoniste a suggéré qu'elle préférait jouer à cache-cache parce qu'elle n'avait pas envie de jouer à la mère-fille, ce à quoi l'ami a dû acquiescer, mais il a dit qu'il conduirait d'abord. Dès que le garçon a fermé les yeux et commencé à compter, le protagoniste s'est empressé de grimper à l'arbre et s'est demandé s'il la trouverait ici. Pendant que l'ami de l'héroïne la cherchait, elle s'est adossée à l'arbre et a soupiré de soulagement, devinant qu'elle était très bien et qu'il ne faisait pas si chaud ici. Inclinant la tête, la jeune fille se rendit compte qu'elle avait même envie de dormir et quelques instants plus tard, elle sombrait déjà dans le sommeil. Un peu plus tard, ouvrant les yeux, elle remarqua un type qui s'approchait d'elle en face d'elle. Lorsqu'elle le regarda, la jeune fille eut très peur et perdit le pouvoir de parler, car elle se rendit compte qu'elle voyait cet homme pour la première fois et il lui sourit gentiment et lui dit « bonjour ». En disant bonjour à son tour et en se crispant, la protagoniste a deviné que ce garçon était très beau, tout comme sa voix, et ensuite, perdant son sang-froid, elle a demandé pourquoi il s'était mis à rire. Prenant un air gêné, l'étranger a expliqué qu'il trouvait cela drôle parce qu'elle était très mignonne. Puis, remarquant qu'elle rougissait, il l'a regardée avec crainte et lui a demandé ce qui n'allait pas. Baissant les yeux, la jeune fille explique qu'elle a simplement chaud parce que c'est l'été. Et, quelques instants plus tard, la nouvelle connaissance, se tournant à nouveau vers elle et agitant une main pour la rafraîchir, lui demande si elle se sent mieux. Après avoir reçu une réponse positive, le garçon a demandé à l'héroïne pourquoi elle était montée ici, ce à quoi elle a répondu qu'elle jouait simplement à cache-cache avec un ami.
puis lui a demandé ce qu'il faisait ici. Regardant au loin, le garçon avoue qu'il est là parce qu'il cherche un trésor. Et la fille, le regardant avec enthousiasme, s'exclame qu'elle connaît le jeu. Souhaitant discuter un peu plus longtemps avec sa nouvelle connaissance, l'héroïne lui proposa de se distraire du jeu, mais se levant aussitôt de son siège et regardant le ciel qui commençait déjà à s'assombrir, elle se demanda s'il était si tard. Embarrassée, la jeune fille admet qu'elle doit partir. Ce n'est que maintenant qu'elle réalise qu'elle ne pensait pas rester assise ici toute la journée, mais à peine a-t-elle fait un pas que le garçon lui attrape le bras. Confuse, la nouvelle connaissance de la protagoniste détourne le regard et lui demande si elles peuvent se revoir, ce à quoi elle répond positivement et, croisant les petits doigts, promet que cela arrivera. Lorsque l'héroïne a sauté de l'arbre au sol, elle a souri gentiment et a dit au revoir au garçon, et le garçon, resté dans l'arbre, l'a saluée et a deviné qu'elle était très gentille. Avec un sourire narquois, le prince regarda les gens ensanglantés qui étaient attachés avec des cordes, rit et demanda s'il pensait que Ta n'était qu'une mignonne. Cachant son couteau et avançant de quelques pas pour marcher sur la tête du mort, le garçon, se souvenant à nouveau du personnage principal, devina que c'était la première fois qu'il voyait une si belle fille qui ressemblait à une poupée. Le garçon continua à réfléchir à la jeune fille, mais au même moment, il fut appelé par son assistant, qui l'informa que, comme il l'avait demandé, il avait déduit tous les espions du palais et qu'il semblait qu'ils avaient bien été envoyés par l'impératrice. Marchant une fois de plus sur la tête du mort, le garçon demanda à son assistant d'envoyer des espions à l'impératrice avec CS bêtises. Inclinant la tête, l'aide expliqua au prince que l'endroit était plutôt bruyant en ce moment, car l'invité du premier prince avait disparu et ce dernier sourit en entendant sa déclaration. Appelant son compagnon, le garçon avoua qu'il semblait être tombé amoureux après tout. Après avoir pleuré et perdu son sang-froid, l'ami du protagoniste, la voyant, lui a demandé où elle était, puis, se précipitant vers elle et la serrant contre lui, a avoué qu'il ne l'avait jamais trouvée et qu'il l'avait donc cru offensée. En souriant gentiment, la protagoniste s'est excusée auprès de son amie, expliquant qu'elle s'était juste endormie dans l'arbre et qu'elle avait ensuite deviné que sa connaissance n'était encore qu'une enfant, contrairement au garçon dans l'arbre qui avait l'air d'un adulte. Pressant son amie contre elle, la jeune fille lui demande d'arrêter de pleurer, puis se souvient qu'elle n'a même pas demandé le nom de sa nouvelle connaissance. Lorsque la protagoniste s'est assise à table et a commencé à manger, tous les regards se sont tournés vers elle et ses sœurs ont commencé à chuchoter et à conclure qu'elle n'était pas elle-même après sa visite au prince. Un peu plus tard, la jeune fille, après avoir remercié les gens pour la nourriture, s'est levée et a dit qu'elle allait partir, à la grande surprise de toutes les personnes présentes. En quittant le réfectoire, la protagoniste se rend compte qu'elle ne peut s'empêcher de penser au garçon de l'arbre. Elle se souvient de ses yeux dorés qui brillent dans le soleil couchant et espère qu'ils se rencontreront à nouveau. La jeune fille ne pouvait pas oublier sa voix douce et tranquille qui lui caressait les oreilles. Elle rougit immédiatement et, regardant par la fenêtre ouverte, se demanda ce qui n'allait pas chez elle et pourquoi elle avait du mal à respirer en pensant à lui. Au même moment, la jeune fille a été appelée par sa grand-mère, Grace Winkle, qui lui a demandé si elle allait reprendre l'entraînement, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Regardant sa petite fille d'un air de reproche, la vieille dame lui explique qu'elle ferait mieux de faire de la broderie ou de s'habiller au lieu d'agiter le fer à repasser. Sa grand-mère ne comprend pas pourquoi la jeune fille a besoin d'arts martiaux alors qu'elle pourrait plutôt rendre visite au prince, mais l'héroïne se crispe et lui explique qu'elle a tort. La jeune fille explique que la famille Ternisia est réputée pour ses guerriers habiles. Ce sont les épéistes de l'Empire et tout le monde ici est tenu de manier une arme et elle aussi fait partie de cette famille, alors elle n'est pas prête de déposer son épée. Tandis qu'elle détourne le regard et tousse, la grand-mère remarque à nouveau le caractère turbulent de sa petite fille, mais décide que si elle répond ainsi, c'est que tout va bien. En regardant à nouveau sa parente, la jeune fille devina qu'elle s'inquiétait pour elle, puis elle se souvint que sa grand-mère était une bonne personne, mais qu'elle aimait se taire. D'un geste de l'éventail,
la femme devine qu'il est arrivé quelque chose à sa petite fille lors de son voyage au palais et suggère que cela pourrait avoir un rapport avec le second prince, à la grande surprise de la femme. Crispée, la jeune fille s'empresse de réfuter les propos de sa parente et, baissant aussitôt le regard, explique qu'elle a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et cette dernière comprend aussitôt que, dans ce cas, ce n'est pas grave. Un peu plus tard, assise devant une amie et baissant la tête, la protagoniste devine qu'elle est de nouveau ici parce que, ce jour-là, sa grand-mère lui a suggéré d'aller prendre l'air dans la maison de son prince pour qu'il puisse se rapprocher. La jeune fille se rendit compte que sa parente n'aimait pas son entraînement après tout et se demanda ensuite ce que sa grand-mère avait dit aux domestiques puisqu'ils étaient comme des chiens de garde. Après avoir bu une gorgée de thé, la protagoniste s'est sentie très fatiguée. Mais elle a immédiatement levé les yeux et s'est demandé si elle allait pouvoir retrouver le garçon qu'elle avait rencontré dans l'arbre. Se tournant vers Ernst, l'héroïne lui demande s'il a vu un garçon de grande taille, aux cheveux noirs et aux yeux dorés, très beau. Après un moment de réflexion, l'ami de l'héroïne avoue qu'il ne connaît personne qui corresponde à cette description. Mais un serviteur s'approche immédiatement de lui et la jeune fille, en soupirant, devine qu'il ne se souvient même pas de tous ses assistants. Se penchant vers le garçon, la servante l'informe qu'il a un cours à venir et la protagoniste, peu gênée, le laisse partir, expliquant qu'elle va se promener dans le jardin pour l'instant. Le garçon se crispe et lui rappelle qu'elle risque de disparaître à nouveau et qu'il est dangereux pour elle d'être seule. Mais elle lui explique qu'ils sont au palais et qu'il ne lui arrivera rien. Saisissant son ami par le bras, le prince lui demanda de lui promettre de ne jamais aller dans les appartements du premier prince, ce qu'elle accepta immédiatement, mais elle se souvint qu'elle avait complètement oublié quel genre d'endroit était le palais impérial et que le deuxième prince y vivait. Alors que la jeune fille s'apprête à partir, le prince s'exclame qu'il ne la laissera pas partir seule. L'héroïne se retrouve donc accompagnée par les serviteurs de son amie et se demande si c'est vraiment nécessaire. En marchant un peu plus loin, la protagoniste a deviné qu'elle était stressée par l'escorte et qu'elle voulait rentrer chez elle le plus vite possible. Puis elle a réalisé qu'il était peu probable qu'elle rencontre ce garçon aujourd'hui. Au même moment, la jeune fille se précipite et, voyant l'homme étendu sur le sol sans connaissance, se penche devant lui et le supplie de se réveiller. Le garçon, qui semblait inconscient auparavant, ouvrit immédiatement les yeux et saisit la main de la jeune fille, l'attirant à lui, puis, lorsqu'elle fut à ses côtés, lui dit bonjour et lui rappela qu'elle avait finalement tenu sa promesse. Rougissante, la jeune fille s'éloigna précipitamment de l'homme et, serrant son visage illuminé par l'embarras, se demanda ce qui lui arrivait et pourquoi son cœur était sur le point de bondir hors de sa poitrine. Quelques instants plus tard, regardant sa connaissance qui toussait, le protagoniste s'est excusé auprès d'elle et lui a demandé si elle souffrait, et cette dernière, souriant d'un air gêné, a expliqué qu'il ne s'était rien passé et qu'elle toussait parce qu'elle était légèrement enrhumée. Une connaissance de la protagoniste lui demande alors comment elle va, et elle s'approche de lui et lui explique qu'elle n'est plus en mesure de respecter les règles de courtoisie. Regardant le garçon avec crainte, la jeune fille devina qu'il avait l'air malade et semblait frissonner, et qu'il s'était peut-être évanoui à cause de sa maladie, bien qu'il essaya de la convaincre qu'il allait bien. Saisissant sa connaissance par le bras, la jeune fille lui demanda de l'accompagner immédiatement au palais et devina qu'elle devait trouver Ernst rapidement pour lui demander d'appeler le médecin. Sans lâcher la main de la jeune fille, le garçon explique qu'il ne veut aller nulle part. Puis, baissant la tête, avoue qu'il n'aime pas être dans le palais. Regardant la connaissance avec excitation, le protagoniste devina qu'il tremblait et lui suggéra à la même seconde de se rendre au palais du premier prince. Lorsqu'elle entend la proposition du garçon, l'héroïne se fige et se souvient immédiatement des paroles de ses sœurs qui lui ont demandé de ne pas être vue par le prince Théodore pour quelque raison que ce soit, ainsi que de la promesse qu'elle a faite à son ami. En regardant la connaissance, dont le regard semblait peiné, le protagoniste a accepté sa proposition, en souriant et en expliquant qu'ils iraient là où il voulait qu'ils aillent. Le garçon regarda son ami avec surprise et voulut dire quelque chose, mais au même moment, les servantes s'approchèrent d'eux et, voyant le garçon,
furent effrayés et se figèrent sur place. La jeune fille regarda ses assistants avec excitation et réalisa qu'ils arrivaient juste à temps. Elle leur expliqua qu'elle allait l'escorter jusqu'aux appartements du premier prince et qu'il devait prévenir Ernst, sinon il penserait qu'elle avait encore disparu. Les servantes regardèrent le garçon et voulurent dire quelque chose, mais il leur jeta un regard terrible et elles tremblèrent d'horreur, mais se rangèrent à l'avis de la dame et, souriant gentiment et embrassant sa connaissance, le garçon lui demanda de s'en aller. Au même moment, l'ami du protagoniste était assis en classe et, avec un soupir fatigué, il s'est rendu compte qu'il s'ennuyait beaucoup et qu'il voulait retrouver Yvonne le plus vite possible. Soudain, l'occupation du prince est interrompue par les servantes qui se précipitent dans la chambre et s'exclament qu'il y a un problème avec Yvonne. Une fois dans le palais du premier prince et en promenant le garçon dans le couloir, la protagoniste lui a demandé s'il se sentait mieux. Mais n'obtenant pas de réponse, elle lui a demandé où se trouvait sa chambre. Se crispant, la jeune fille se dit que c'était étrange, que cet endroit n'était pas différent du palais principal, mais qu'il n'y avait aucun serviteur ici. Décidée à en savoir plus sur cet endroit, elle demanda à une connaissance s'il travaillait ici et rencontra même le premier prince. Sans répondre à ces questions, le garçon a regardé sa compagne avec enthousiasme et lui a demandé pourquoi elle lui posait des questions à ce sujet. Ce à quoi elle a répondu qu'elle était simplement curieuse. Détournant le regard, la jeune fille admet qu'on lui a dit de se méfier du premier prince et qu'il ne porte que malheur. Mais elle ajoute ensuite que si le prince était vraiment un homme si mauvais, elle pourrait tranquillement demander que son ami soit transféré ailleurs. Après réflexion, la jeune fille supposa que son ami était malade parce que le prince l'avait surchargé de travail, mais ce dernier, embarrassé, expliqua qu'il n'était pas si terrible. Regardant sa connaissance avec surprise, la protagoniste a admis qu'elle en était heureuse et que toutes les rumeurs qui circulaient étaient mensongères. Donc, apparemment, elle pensait que les gens exagéraient trop pour une bonne raison. Avec un regard enthousiaste vers le garçon, l'héroïne lui demanda son nom et lui rappela qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mais à peine s'était-il présenté qu'Ernst était derrière eux et poussait des cris d'exaspération. Crispée, l'héroïne demande à son ami pourquoi il est venu ici et le garçon pleure et regardant le compagnon de son ami et l'appelant frère Théodore, lui demande de lui rendre Yvonne. En jetant un coup d'œil craintif au garçon, la protagoniste a deviné qu'il s'agissait du premier prince et le garçon, en la regardant, a confirmé sa supposition et a demandé pourquoi c'était si important. Quelques instants plus tard, en souriant d'un air embarrassé, il a avoué qu'il s'appelait Théodore Réony Albraith. En regardant sa connaissance, la protagoniste a deviné que ses cheveux étaient effectivement noirs comme la nuit, ce qui signifie qu'il est bien le premier prince. Inclinant la tête avec culpabilité, le garçon demanda à l'héroïne si elle avait maintenant peur de lui aussi et essaya ensuite de lui tendre la main, mais Ernst, se précipitant vers eux, ne le laissa pas faire. Lorsque l'ami saisit la main de la jeune fille, celle-ci lui demande d'attendre, mais le garçon se précipite et l'héroïne n'a que le temps de jeter un dernier coup d'œil à la connaissance abandonnée. En regardant sa main, le premier prince devina qu'il n'avait pas réussi à garder le secret, ce qui le mit en colère, et il serra immédiatement sa main en un poing. Le soir même, assis en face de son amie, le garçon lui demande si elle va bien, et elle lui répète que sa connaissance ne se sent pas bien et qu'elle a décidé de l'aider. Enfouissant son visage dans l'oreiller, le prince se demanda si ces paroles étaient vraiment vraies, mais il répéta immédiatement que s'il l'avait blessée et lui avait dit de se taire, elle devait le dire. Perdue de colère, la jeune fille a sauté de son siège et, volant vers son ami, s'est montrée du doigt. Puis, le regardant sérieusement, a répété qu'elle était absolument indemne et que tout allait bien. En s'approchant du garçon, l'héroïne remarque qu'il est très gêné et qu'il rougit. Mais à peine l'a-t-elle interrogé qu'une assistante entre dans la pièce et informe le monsieur qu'il se fait tard et qu'il ne doit pas s'attarder dans la chambre de la dame. Lorsque l'assistant proposa au prince de le raccompagner dans sa chambre, le prince, baissant la tête avec culpabilité et contrarié parce qu'il voulait encore jouer, dit au revoir à son ami,
mais ce dernier fut heureux de le voir partir. Se tournant vers la jeune fille, le serviteur qui accompagnait le prince l'informa qu'il était très heureux que leur invité se porte bien et lui souhaita également bonne nuit. En se détournant, la jeune fille se demanda ce qui arrivait à tous ces gens et pourquoi ils agissaient comme si elle s'était retrouvée entre les mâchoires d'un démon, alors que le garçon ne lui avait rien fait de mal. En regardant par la fenêtre, l'héroïne se demande pourquoi tout le monde autour d'elle ne dit que du mal du premier prince, alors qu'elle le trouve beaucoup plus gentil que la plupart des gens et qu'il a un sourire chaleureux et merveilleux. Lorsque la jeune fille se souvint à nouveau qu'elle avait laissé le prince seul, elle souhaita le revoir bientôt, et ce dernier, assis dans sa chambre, se souvint en même temps d'elle. Quelque temps plus tard, le protagoniste est venu voir Ernst et lui a demandé ce qu'il faisait en général. Mais ce dernier, portant des lunettes de soleil, lui a expliqué qu'il ne pouvait pas révéler son identité. Regardant son ami d'un air perplexe, la jeune fille se demanda si c'était lui qui avait inventé un tel jeu. Mais celui qui avait fait cette supposition se déduisit lui-même. Déchirant ses lunettes, le garçon explique que personne ne peut savoir quand Théodore va arriver et qu'il doit donc protéger son amie. Mais cette dernière, gênée et baissant la tête, lui explique qu'il ne doit pas faire ça. Remarquant la surprise de son amie, la jeune fille, décidant de changer de sujet, lui rappelle qu'il est l'heure d'aller en classe et que 6 professeurs l'attendent. Mais il baisse le regard et dit qu'il a une journée libre aujourd'hui. La protagoniste a deviné que son amie la trompait. Mais, décidée à l'accepter, elle a soupiré de fatigue et l'a laissé faire ce qu'il voulait. Et il lui a immédiatement demandé ce qu'elle cherchait. Se tournant à nouveau vers les livres, la jeune fille expliqua qu'elle voulait lire quelque chose sur le palais impérial. Alors qu'elle s'approchait d'elle, son amie, pointant du doigt une pile de livres, expliqua que les éditions les plus récentes se trouvaient ici. Au même moment, la protagoniste a remarqué un livre spécial et l'a attrapé. Après qu'un ami lui a demandé pourquoi elle voulait ce livre, elle a répondu qu'elle voulait trouver ce dont elle avait besoin ici. La jeune fille décida tout de même de chercher à savoir pourquoi le premier prince ne quittait pas le palais, mais décidant de ne pas le dire à voix haute, elle expliqua qu'elle était juste curieuse, mais remarqua immédiatement que son amie rougissait et souriait. Le garçon a décidé qu'Yvonne devait être tombée amoureuse de son brave chevalier qu'il avait sauvé de son premier prince. Et comme elle s'intéressait à l'histoire, cela signifiait qu'elle était déjà prête à devenir sa fiancée. Souriant résolument et prenant la main de son ami, le garçon expliqua qu'il essaierait d'être un bon empereur et un bon mari. Mais la fille fut très surprise par ces paroles et se demanda ce qu'il voulait dire. Exaspérée, la jeune fille demanda si elle devait vraiment l'épouser et ajouta ensuite que c'était la première fois qu'elle en entendait parler. Elle était fâchée d'une telle suggestion car les gens devraient se marier par amour. Regardant son amie d'un air perplexe, la jeune fille a retiré son bras et s'est précipitée dans une autre direction. Et cette dernière, se précipitant à sa suite et regardant autour d'elle, a deviné qu'elle avait disparu quelque part. Au même moment, Théodore couvre la bouche de la jeune fille avec sa main et lui demande de se taire, puis, lorsqu'elle se tourne vers lui, il lui explique qu'il n'a pas pu s'en empêcher et qu'il est venu la voir. Effrayé par la disparition soudaine de son amie, le prince se mit à la chercher partout dans la pièce et à l'appeler. Mais ses tentatives furent vaines et il décida de se rendre dans une autre pièce car quelqu'un l'interpella soudain. Lorsque le garçon se retourne, il voit le professeur devant lui qui, en souriant, s'exclame qu'il l'a enfin trouvé, puis l'entraîne immédiatement avec lui et lui dit qu'aujourd'hui, ils ont un sujet très difficile et beaucoup de travail à faire. Pendant que le professeur traînait le garçon, celui-ci se noyait et appelait son ami, et Théodore, qui était assis avec la fille, devina que les hommes étaient partis. Avec un rire et un regard mignon vers son familier, la jeune fille est un peu gênée et, quelques instants plus tard, les garçons se détournent l'un de l'autre, effrayés par un contact aussi étroit. En regardant sa petite amie, l'homme a laissé entendre qu'elle était maintenant mal à l'aise avec lui et s'est également excusée d'avoir caché la vérité à son sujet. Remarquant la surprise de l'héroïne, le garçon lui explique qu'elle doit se rendre compte que les gens ont peur de ses cheveux noirs
et que c'est pour cela qu'il essaie de rester à l'écart parce qu'il ne veut pas qu'elle commence à l'éviter. Inclinant la tête puis se prenant les joues, la jeune fille demande au garçon la permission de l'interrompre, ce qu'il accepte, estimant qu'il a déjà tout dit. Embarrassée, la protagoniste a avoué qu'elle ne croyait pas à ces rumeurs stupides parce que la façon dont elle le voyait était très différente de ce que les gens racontaient. En se détournant, l'héroïne a déclaré qu'elle était en fait un peu mal à l'aise parce qu'elle avait parlé de CS Histoire et lui avait dit des choses stupides dont elle avait maintenant honte. En regardant son ami avec espoir, la protagoniste lui a demandé s'il pouvait maintenant se réconcilier. Et ce dernier, en la regardant, a accepté et a deviné que maintenant, semble-t-il, pour la première fois de sa vie, il était vraiment heureux. En s'approchant de son ami, la fille a avoué qu'il lui manquait, et ce dernier a réalisé que sa rencontre avec elle avait changé son monde. S'approchant d'Ernst dans sa nouvelle robe, la jeune fille lui demanda s'il aimait sa tenue, et ce dernier, rougissant d'embarras, avoua qu'elle lui allait très bien. En se regardant à nouveau dans le miroir, l'héroïne a suggéré que l'autre bijou était mieux. Mais l'amie, qui en avait déjà assez, a déclaré que c'était bien et qu'elle n'avait pas besoin de s'habiller comme ça tous les jours, surtout pendant qu'il était en classe. Rougissante, la jeune fille répondit qu'elle s'ennuyait simplement dans le palais. Puis, jetant un coup d'œil à sa montre, elle devina qu'il était temps pour elle de partir et, saluant son amie, s'exclama qu'elle irait se promener. Se précipitant vers la sortie, la jeune fille se souvint qu'elle et le prince Théodore s'étaient promis quelque chose ce jour-là, à savoir de se retrouver dans l'arbre tous les jours à 2 heures, et que c'était désormais leur secret. Lorsque la protagoniste est arrivée au lieu de rendez-vous, le garçon lui a tendu la main pour l'aider à grimper, et elle a deviné qu'il était de nouveau arrivé le premier, même si elle pensait qu'elle arriverait à temps. Pas gênée le moins du monde, l'ami de l'héroïne explique qu'il n'y a rien de mal à cela, puisqu'il n'a même pas eu le temps de s'ennuyer, et ajoute que le tas a l'air adorable. Confuse, la jeune fille ne croit pas à ses paroles et explique qu'elle a l'air comme d'habitude, mais l'homme, souriant gentiment, déclare qu'elle est plus belle que tous ceux qui l'entourent. La protagoniste demanda à son ami de ne pas l'embarrasser ainsi, mais ses paroles n'eurent aucun effet sur lui. Elle se rendait compte maintenant que les voyages précédents au palais lui avaient semblé une torture, mais qu'à présent, en discutant avec Théo tous les jours, elle ne remarquait pas le temps qui passait. En regardant le garçon avec surprise, la fille lui demande comment il a éclairci ses cheveux, ce à quoi il répond en claquant des doigts qu'il l'a fait avec de la magie. Remarquant la surprise de son interlocuteur, le garçon explique que son père n'aime pas ses cheveux et qu'il a demandé à Ferdinand de créer l'illusion qu'ils sont plus clairs. En regardant son ami avec admiration, l'héroïne devina qu'elle avait beaucoup de choses à lui demander, mais elle sentait que de tels sujets le contrariaient, et elle décida donc de ne plus en parler. Lorsque le garçon a rendu à ses cheveux leur couleur foncée grâce à la magie, la dame s'est exclamée qu'elle aimait tout et que ses cheveux ressemblaient au ciel nocturne. Et l'homme, en riant, lui a rappelé qu'elle avait également répété la rumeur récemment. Confuse, la jeune fille explique qu'après avoir vu les cheveux du prince en personne, elle a changé d'avis, mais au même moment, son ami l'interrompt et regarde ses mains. Remarquant la surprise de son interlocutrice, le garçon lui tendit la main et, après l'avoir examinée, expliqua que ses paumes ne ressemblaient pas à celles d'une fille issue d'une famille noble. La protagoniste a ensuite expliqué que l'épée lui avait donné beaucoup de callosité et qu'elle ne devait pas être très jolie, mais le prince n'a rien dit, il a plutôt porté sa main à ses lèvres et l'a embrassée. En regardant respectueusement la jeune fille, le garçon explique qu'il a pu voir tout de suite à quel point elle travaillait dur pour sa famille et qu'il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Il remarqua alors la cicatrice inhabituelle sur le bras de la jeune fille et comprit qu'il s'agissait de la marque de la magie de la balle, mais seuls les chevaliers du clan Ternisia étaient capables d'une telle chose. Se crispant, la protagoniste explique qu'elle veut raconter quelque chose au premier prince, à savoir l'histoire de sa vie. Nous apprenons qu'il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un homme à qui sa femme décédée manquait beaucoup
et qui, jour après jour, versait du vin pour apaiser sa nostalgie. Dans son inconscience, l'homme a pris une autre femme pour son épouse et a passé la nuit avec elle, de sorte que cette erreur a donné naissance à un enfant, à savoir le protagoniste. La jeune fille s'est souvenue que sa famille était très pauvre et qu'elle aidait constamment sa mère, qui était le seul membre de sa famille, mais qu'en raison de sa maladie, elle ne pouvait presque plus sortir de son lit. La protagoniste voulait vraiment aider sa mère, mais elle ne pouvait rien faire. Un jour, un homme a fait irruption dans la chambre de la femme et lui a demandé quand elle allait payer ses dettes. La femme baisse la tête et promet de tout payer lorsqu'elle sera rétablie. Mais son interlocuteur la menace de lui enlever sa fille si elle ne donne pas l'argent. Ces paroles font très peur à l'héroïne qui se met à hurler. Saisissant une fourchette et la lançant sur l'homme, la jeune fille lui hurle de ne pas toucher à sa maman. Et l'homme, qui a à peine eu le temps d'esquiver, devine qu'elle possède la magie de l'épée et s'éloigne précipitamment. En regardant sa fille avec surprise, la femme a deviné quelque chose et, quelque temps plus tard, elle est venue voir M. Oswald avec la fillette pour affirmer qu'elle était sa fille, car elle l'avait vue utiliser la magie de l'épée. Le garçon s'exclama « Comment osait-elle dire une telle chose ?» Mais son père, s'approchant de la jeune fille et se couvrant les yeux, devina que le sang de la famille Ternisia coulait vraiment en elle. La femme a posé des questions sur l'argent, ce à quoi ils ont répondu que les économies se trouvaient dans la pièce voisine et qu'ils pourraient donc vivre sans problème pendant un certain temps. Après avoir entendu la déclaration de C.S. Personne, la mère de la protagoniste s'est emparée de l'argent et a laissé la jeune fille seule avec des étrangers qui ont déclaré qu'ils seraient désormais sa nouvelle famille et qu'elle s'appellerait Yvonne Ternicia. L'homme se penche devant la jeune fille, lui caresse la tête et lui demande de l'appeler grand-père. C'est ainsi que la protagoniste est passée du statut de poubelle d'Ève à celui d'Yvonne Ternicia et que sa vie a changé du tout au tout. La jeune fille a maintenant de nombreux parents qui l'aiment et elle commence à apprendre les arts martiaux, à mémoriser toutes les règles de l'étiquette et, surtout, à trouver un vrai foyer. Mais la jeune fille se rend compte que la vie n'est pas faite que de moments joyeux. Lorsque son père s'enfonce dans la nostalgie de sa femme, il nie de toutes ses forces l'existence de celle-ci. Se tournant vers le premier prince Théodore, le protagoniste lui demande en souriant s'il sait que les cicatrices causées par la magie de l'épée ne peuvent être effacées que par un pouvoir sacré. Après avoir écouté l'histoire de la jeune fille, le garçon baissa la tête et garda le silence. La jeune fille devina que son histoire était trop sombre, mais lui demanda de ne pas s'inquiéter, car lorsque son grand-père avait découvert que son fils avait utilisé son pouvoir contre un plus faible que lui, il l'avait jeté hors de la maison. Regardant à nouveau le garçon, dont les yeux étaient remplis de larmes, la jeune fille lui demanda de ne pas la regarder ainsi, puis, se rapprochant de lui, l'embrassa, devinant que sa connaissance parlait de ses problèmes avec un sourire, mais qu'elle était très préoccupée par ses blessures. Nous apprenons que de terribles rumeurs courent sur le prince aux cheveux noirs. On dit en effet qu'à la mort de sa mère, l'impératrice Ermelinda, il est devenu un paria dans sa propre maison. L'ami de l'héroïne lui rendit son étreinte et elle se rendit compte qu'elle se ressemblait. Mais son cœur se serra à l'idée de ceux qui l'avaient traversée et elle décida de changer de sujet. En regardant le garçon avec enthousiasme, la fille lui a proposé de venir lui rendre visite un jour, puis lui a expliqué qu'ils étaient un peu bruyants, mais que ses grands-parents et ses frères et sœurs plus âgés étaient merveilleux et qu'elle voulait les lui présenter. Avec un regard embarrassé, le garçon a accepté la suggestion de son ami et l'a remercié pour l'invitation, après quoi ils se sont dit au revoir. Se précipitant dans sa chambre, la protagoniste devine qu'elle est à nouveau en retard, mais tout cela est dû au fait qu'à côté de son ami, elle ne remarque pas le temps qui passe. Lorsque la jeune fille tente d'ouvrir la chambre, elle entend un bruit étrange et, en se retournant, elle aperçoit Dame Impératrice. Très embarrassée, elle explique qu'elle aurait dû la saluer plus tôt, mais cette dernière n'en prend pas ombrage. Alors qu'elle s'approche de l'impératrice, la jeune fille lui demande ce qu'elle fait ici. Elle lui répond que son fils Ernst lui a dit qu'elle marchait tard tous les jours
et qu'elle craignait que la petite fille ne se perde dans l'obscurité. Souriant d'un air gêné, la protagoniste lui présente 16 excuses, mais cette dernière, n'ayant pas fini son histoire et se penchant à nouveau, ajoute qu'elle voulait rappeler à la jeune fille sa place. Sans répondre à la question de l'héroïne, l'impératrice se lève rapidement et se retourne, expliquant qu'elle doit partir et appelant son invité par son nom. En se retournant dans l'autre direction, l'impératrice en vint à la conclusion que même si la jeune fille était un membre de la famille Ternisia, elle n'en était pas moins illégitime et son sang nauséabond pouvait donc être vu immédiatement. L'impératrice se rend compte que si l'héroïne amène la famille à se ranger du côté du premier prince, cela va ruiner ses plans, mais à peine a-t-elle trouvé une solution qu'elle regarde dans la pièce et aperçoit Théodore, le visage éclaboussé de sang. Effrayée, la jeune fille lui demande ce qui se passe. Il sourit et explique qu'il a repéré un rat pendant la journée et qu'il a décidé de s'en occuper. Furieux, le garçon déclara qu'elle ferait mieux de cesser de le suivre et ajouta ensuite qu'il ne servait à rien non plus d'envoyer des assassins. En entendant ces accusations, la fille s'exclama qu'il s'agissait d'une calomnie impudente, mais il expliqua qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre. Après un moment de réflexion, le garçon expliqua qu'il était apparu quelque chose qu'il voulait faire sien et que le trône lui reviendrait quand même. Debout devant Ernst et le recouvrant d'elle-même, la protagoniste regarde l'homme déchu et se demande ce que son ami fait dans le palais. Mais au même moment, les assistants du gentilhomme font irruption dans la pièce et lui demandent s'il va bien. Prenant l'enfant dans ses bras, le serviteur demanda à son amie si elle était blessée, ce à quoi elle répondit qu'elle allait bien, puis l'assistant, lui tendant la main, demanda à la jeune fille de venir avec lui et lui promit de la mettre en sécurité. Inclinant la tête et réfléchissant, la jeune fille se demanda si le premier prince allait bien et réalisa qu'elle voulait aller le voir. Mais elle se souvint immédiatement des paroles de l'impératrice et prit sa décision. Se précipitant de l'autre côté, la protagoniste dit qu'elle doit vérifier quelque chose et, au même moment, le prince Ernst, très effrayé, s'accroche à un serviteur. En courant dans le couloir, la protagoniste prie pour que son ami soit en vie. Mais au même moment, elle se retourne et voit un homme devant elle qui lui donne un coup de poing, mais tombe au sol au même moment. En regardant de plus près, la protagoniste a vu son ami derrière l'agresseur et, en souriant gentiment, a couru vers lui, puis, en le regardant avec espoir, lui a demandé s'il était blessé. La jeune fille avertit que des assassins rôdent dans le palais, mais remarque immédiatement ses mains couvertes de sang. Recevant la réponse d'un ami qui lui dit qu'il est indemne, l'héroïne devine que ce sang qu'il a sur les mains n'est pas le sien. L'héroïne se souvint alors que l'on disait que le premier prince tuait les gens sans réfléchir et que l'odeur du sang régnait chaque jour, qu'une personne vivante n'était pour lui qu'une victime d'une torture sophistiquée, et qu'elle avait également entendu dire qu'il prenait des bains de sang. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle se souvenait soudain de tout cela. En s'approchant de la jeune fille et en la regardant avec surprise, le garçon lui a demandé s'il lui faisait peur. Ce à quoi la jeune fille, avec un sourire gêné, a répondu par la négative. Fou de joie, l'ami de la protagoniste s'est approché d'elle et l'a serrée dans ses bras, avant de s'excuser en expliquant qu'il ne pouvait pas encore accepter son invitation, mais qu'il avait promis de venir la chercher un jour et qu'elle n'avait qu'à l'attendre. Le temps coule comme une rivière de montagne et les événements de cette nuit-là appartiennent au passé. Depuis que le protagoniste est rentré chez lui, plusieurs mois se sont écoulés et l'hiver froid et rigoureux est déjà arrivé. La jeune fille ne se souvenait plus très bien de ce jour, mais il lui semblait qu'hier encore, son ami la prenait dans ses bras et qu'elle se réveillait soudain dans le manoir enneigé de Ternisius. Dans les lettres, la protagoniste a essayé de découvrir auprès du premier prince ce qui s'était passé, mais elle n'a jamais obtenu de réponse, et l'atmosphère à l'intérieur de la maison a également beaucoup changé depuis lors. Le grand-père de la protagoniste, le visage crispé, se demanda pourquoi ils étaient là, et la jeune fille comprit que la violente tempête qui sévissait à l'extérieur de la fenêtre avait semé le trouble, et qu'avant la fin de l'hiver, la famille ternisiane avait été impliquée dans un complot
et avait été rayée de la surface de la Terre. 10 ans plus tard, au manoir de Ferdinand, un jeune homme s'approche de la protagoniste et lui demande pourquoi elle est à nouveau désœuvrée. Et les personnes qui l'ont observée devinent qu'elle est devenue assez décoiffée. Alors que les gens commençaient à chuchoter, ils se souvinrent qu'ils avaient entendu dire que cette personne n'était pas vraiment issue d'une famille noble, mais ils décidèrent immédiatement d'arrêter la conversation. En s'approchant de la fenêtre et en regardant son reflet, la protagoniste devine qu'elle ne se distingue plus du tout d'un homme et qu'elle a déjà 20 ans. Un homme traversant un bâtiment en flammes et portant une jeune fille dans ses bras s'est soudain arrêté parce qu'il l'a entendue déclarer qu'elle pouvait aussi se battre, mais qu'il n'était pas prêt à la laisser se mettre en danger. Après avoir appelé la jeune fille par son nom et l'avoir déposée à terre, l'homme lui a demandé de s'enfuir, puis lui a expliqué que lui, son grand-père et le reste des gens n'étaient plus en mesure de s'enfuir et que la jeune fille devait donc courir jusqu'aux confins de la terre. Lorsque l'homme a porté la main au visage de la petite fille, celle-ci a pleuré encore plus fort et il lui a demandé de laver la honte de leur famille un jour, le moment venu, car elle était leur dernier espoir. Soudain, la protagoniste ouvre les yeux et se retrouve dans sa chambre. Elle se rend compte que tout cela n'était qu'un rêve, se lève immédiatement sur le lit et, se couvrant le visage de la main, se met à pleurer. Ce jour-là, elle fut sauvée d'un terrible incendie par nul autre que le deuxième prince Ernst, qui, malgré l'interdiction, vint en personne pour la sauver. Au moment de leur rencontre, la jeune fille pleurait parce que ses proches étaient morts. Se penchant vers la jeune fille et se blottissant contre elle, le garçon s'est excusé auprès d'elle et lui a ensuite expliqué qu'il avait promis à sa mère de ne sauver qu'elle, mais qu'il était sûr que tout irait bien. La protagoniste fait donc partie de la famille Ferdinand, la parenté d'Ernst, et rencontre quelque temps plus tard Rudolf Ferdinand, le frère aîné de l'impératrice Margaret et chef de la famille Ferdinand, qui lui avoue avoir entendu parler d'elle. En regardant la jeune fille, l'homme se souvint qu'elle était la plus jeune épéiste de l'Empire et la dernière de la famille Ternisia, mais il ne reçut aucune réponse à son hypothèse et demanda à l'invité d'oublier son ancien nom. S'approchant de la jeune fille et la regardant avec mépris, l'homme déclara qu'elle était désormais une orpheline qu'il avait ramassée dans la rue et accueillie chez lui et qu'elle ferait mieux de se rappeler à qui elle devait la vie. Lorsque le jeune homme s'éloigna un peu de l'héroïne, il sentit que celle-ci possédait une énergie inhabituelle, à savoir le pouvoir sacré de Réobrandt. En y réfléchissant, le chef de famille se rendit compte que c'était tout simplement impossible, car elle était censée disparaître de la surface de la Terre avec la mort du dernier patriarche de la famille, Ternisius, et il décida donc de lui jeter un sort. Jetant un nouveau coup d'œil à la jeune fille dont les yeux étaient remplis de peur, l'homme déclara que si quelqu'un essayait de l'appeler par son vrai nom, il n'échapperait pas à la mort. C'est ainsi que commença la vie d'enfer de la protagoniste. On commença à l'appeler Eve Rovlin et à la prendre pour un mec, et elle dut aussi rencontrer Mademoiselle Katrina, une fille désagréable. Un jour, Katrina interpelle la protagoniste et lui demande pourquoi elle fait semblant de ne pas l'entendre. Mais lorsqu'elle reçoit une réponse, elle s'exclame qu'elle n'a pas besoin de 16 excuses. Nous apprenons que Catherine Ferdinand est une parente éloignée adoptée par la famille Ferdinand et qu'elle devait être l'épouse du prochain souverain. En guise de cadeau d'adoption, la fille a choisi le personnage principal en pensant qu'il s'agissait d'un garçon, ce qui lui a rendu la vie encore plus insupportable. Alors qu'elle s'approche de l'héroïne et la gifle, la jeune fille la regarde avec dédain et déclare qu'elle ne l'a jamais aimée, mais qu'elle se comporte comme une aristocrate et qu'elle est toujours méprisée. Katrina a ajouté que l'héroïne était une esclave ordinaire et une apprentie chevalier, et a également déclaré qu'elle pourrait abréger sa vie maintenant, mais qu'en tant que future impératrice, elle fera preuve de clémence et l'aidera à se rappeler où est sa place. À peine la jeune fille a-t-elle terminé qu'elle est interpellée par M. Benjamin, l'actuel chef de famille, fils de Rudolf Ferdinand, qui lui demande aussitôt, d'un air sévère, ce qu'elle fait. Peu gênée, Katrina répond qu'elle ne fait qu'enseigner la sagesse à son amant. Mais le chef de famille, s'approchant d'elle,
lui rappelle que personne ne lui a demandé de le faire. Avec un sourire narquois, la jeune fille déclara que M. Rudolph lui avait donné Yves, qu'il était donc sa propriété et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, mais elle ajouta que si le seigneur pouvait payer le prix qu'elle avait fixé, elle s'engageait à ne plus le toucher. Fermant les yeux, l'homme lui rappela qu'elle devait maintenant préparer ses invités, car l'empereur Théodore allait leur rendre visite. En entendant la déclaration de l'homme, le protagoniste s'est figé sur place et Mademoiselle Katrina a souri et a dit qu'elle était heureuse d'entendre de telles nouvelles, mais elle leur a rappelé leur arrangement et leur a demandé de ne pas la blâmer. Après le départ de la jeune fille, le chef de famille s'approche de l'héroïne et demande à voir son visage. Mais à peine a-t-il examiné ses blessures qu'il s'aperçoit qu'elle rougit parce qu'elle se souvient de son amie d'enfance. Peu après avoir emmené l'héroïne dans un centre de traumatologie et l'avoir examinée, l'homme a déclaré qu'il avait terminé le traitement et qu'il était sûr qu'il ne resterait pas de cicatrices. Se détournant, Benjamin lui explique qu'il va lui donner le médicament et qu'elle devra l'appliquer tous les jours. Mais à peine a-t-il terminé que la jeune fille l'interpelle et lui demande quel genre d'accord il a passé avec Katrina. Ne prêtant pas attention à l'embarras de son interlocuteur, l'héroïne, baissant la tête, lui dit que s'il s'agit d'elle, il ne doit pas s'inquiéter, car il a déjà fait beaucoup pour elle. En s'approchant de l'héroïne, l'homme s'exclame que tout va bien et qu'elle ne doit pas s'inquiéter, puis il la presse contre lui et lui demande de le supporter encore un peu, ajoutant qu'alors il la débarrassera de Katrina. Ne laissant pas la protagoniste s'en tirer à si bon compte, l'homme a également ajouté qu'il voulait qu'elle lui révèle son vrai nom malgré l'envoûtement dont elle fait l'objet. Le protagoniste a rencontré Benjamin il y a 10 ans, par une froide journée d'hiver, lorsqu'il a senti du sang et a deviné qu'il provenait d'un enfant. En s'approchant de la fillette, l'homme s'est rendu compte que son image pure et lumineuse ne s'accordait pas du tout avec l'odeur du sang. Il a alors compris que c'était le destin et, en s'approchant d'elle, il lui a expliqué qu'une petite fille comme elle n'avait rien à faire ici et qu'elle devait rentrer chez elle. Au même moment, la fille a pleuré et a commencé à se souvenir de ses proches. Et le garçon, ayant deviné qu'il l'avait blessée, s'est excusé et a expliqué qu'il n'avait pas voulu lui faire de mal. S'agenouillant devant la jeune fille et s'empressant d'essuyer ses larmes, le garçon se présente par son nom, puis apprend son nouveau nom, qu'elle murmure d'une voix tremblante. L'homme sut alors que sa nouvelle connaissance mentait. Mais son cœur palpita et il apprit bientôt toute la vérité sur ce qui lui était arrivé. La soucoupe a alors failli se briser et ce fut pour le mieux, car les gens ont compris, en sachant tout cela, qu'ils pourraient le protéger et qu'il était tout à leur avantage d'avoir l'empereur dans un tel état. Un jour, le jeune homme entendit les plus âgés dire qu'il ne fallait pas oublier la fille du clan Ternicia et se souvint que la famille avait récemment péri dans un incendie. Sans maison ni famille, une jeune fille solitaire qui ne sait pas où aller s'est retrouvée complètement démunie et pour Benjamin, c'est devenu une bonne occasion, car pour la première fois, il a fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Depuis lors, le garçon apporte de la nourriture à la jeune fille, soigne ses blessures et lui chante des berceuses pour soulager ses cauchemars, lui tient la main et tombe amoureux d'elle. Le jeune homme se débarrassa des chevaliers qui la maltraitaient et tua également son père et l'impératrice Marguerite, qui considéraient la jeune fille comme leur objet. Il devint ainsi le patriarche de la famille Ferdinand. Le but de cet homme n'était pas d'aider le prince Théodore à monter sur le trône, mais ce qui est arrivé, l'important étant qu'il ait fait de son mieux pour Ève. Quelque temps après, le gentleman vint trouver Mademoiselle Catherine, et celle-ci, le regardant sans crainte, lui demanda pour quelle affaire il était venu, ce à quoi il répondit immédiatement qu'elle avait encore blessé l'héroïne. Se détournant de l'homme, la jeune fille lui sourit et lui dit qu'il ne la remerciera peut-être même pas, puisque c'est elle qui lui a permis de passer du temps avec l'héroïne et qu'il l'aime bien. Souriant sournoisement et tendant la main à l'homme, la jeune fille lui expliqua qu'il pourrait avoir Willow lorsqu'elle deviendrait impératrice, car ils avaient passé un accord. Un peu plus tard, la protagoniste marcha à nouveau vers l'arbre où elle avait rencontré le premier prince Théodore. Même après tout, ce temps,
Ses pieds la portaient ici lorsque son âme était troublée. La protagoniste se souvient du garçon qui lui a tendu la main alors qu'elle était assise sur la branche, mais maintenant qu'elle est montée là-haut, elle est complètement seule et regarde le ciel en se demandant si son ami se souvient encore d'elle. L'héroïne réalise que si son ami se souvient vraiment d'elle, elle est toujours pieds et poings liés, et que si quelqu'un l'appelle par son vrai nom, il n'échappera pas à la mort. La jeune fille était très tendue à propos de cette malédiction, car il importait peu qu'elle se révèle ou que quelqu'un découvre son nom. Elle ne voulait pas voir quelqu'un d'autre mourir à nouveau, mais à chaque fois qu'elle voyait Théodore, elle avait peur qu'elle ne se retienne pas. Soudain, la branche sur laquelle l'héroïne était assise se détacha et elle vola vers le bas, mais elle fut rattrapée par le premier prince Théodore dont elle avait peur d'entendre le nom. À ce moment-là, les assistants de M. Théodore, qui faisaient le tour du quartier, l'ont appelé et l'ont vu avec une jeune fille dans les bras. Au début, la protagoniste ne pouvait pas croire qu'il s'agissait vraiment de lui, mais elle a ensuite été convaincue qu'il s'agissait d'une de ses connaissances. Lorsque l'héroïne a porté la main au visage de son vieil ami, celui-ci a voulu l'appeler par son nom, mais elle l'a immédiatement bâillonné avec sa main et l'a fait tomber à terre. La jeune fille se souvint alors que la malédiction de Rudolf était assortie de 2 conditions. La première était que la personne ne devait pas reconnaître Yvonne Ternisia en elle, et la seconde était que personne ne devait l'appeler par son vrai nom. La protagoniste n'en était pas sûre, mais elle espérait que Théo serait en sécurité si elle ne le laissait pas prononcer son nom. En regardant l'homme, la jeune fille devina qu'elle devait s'enfuir le plus vite possible, et après avoir deviné ce qu'elle avait fait, elle retira immédiatement ses mains, mais il les retira et, l'appelant chevalier, dit qu'elle était en bonne forme. En se retournant et en se retrouvant au-dessus du personnage principal, l'empereur dit qu'il l'aime bien et lui demande son nom. Et elle devine immédiatement qu'il ne se souvient pas d'elle, parce qu'elle ressemble maintenant à un homme et qu'il n'y a donc aucune chance qu'il la reconnaisse comme Yvonne. Se redressant légèrement sur son siège et se couvrant les yeux, la protagoniste s'est excusée auprès de son vieil ami et s'est présentée sous le nom d'Yves Rovelin, avant d'estimer qu'elle avait eu beaucoup de chance que l'homme ne se souvienne pas d'elle. Souriant, le prince répète son nom et la jeune fille s'excuse aussitôt de son impolitesse. Entendant l'adresse de son interlocutrice, l'homme lui demande comment elle sait qui il estimate. En fait, la protagoniste ne pouvait en aucun cas oublier Théodore, mais, décidant de ne pas en donner l'apparence, elle expliqua que sa broche portait l'emblème de la famille impériale et qu'elle avait entendu dire que l'empereur Théodore était célèbre pour son extraordinaire beauté. Souriant et se tournant vers Yves, l'homme lui explique qu'il a une requête à faire à sa nouvelle connaissance. Il dit qu'il est curieux de savoir où l'homme habite et qu'il aimerait que l'homme lui fasse visiter les lieux. Remarquant la surprise de son interlocuteur, l'homme promet, dans ce cas, de ne parler à personne du fait qu'il a mis l'empereur à terre, et le chevalier n'a d'autre choix que d'accepter. En commençant la visite, la protagoniste a montré à l'empereur la zone d'entraînement, qui, à sa grande surprise, n'était occupée par personne, bien qu'il s'agisse d'une période d'entraînement. La jeune fille se demande également où tout le monde est passé, mais, décidant de l'ignorer, elle propose à l'empereur d'aller au dortoir, ce qu'il accepte. En regardant à nouveau son ancienne connaissance, la jeune fille remarqua qu'il était devenu encore plus beau, et cette dernière, saisissant un regard étrange, interrogea son compagnon à ce sujet. En se détournant, la protagoniste a dit qu'elle était juste curieuse de savoir pourquoi il était là, et l'homme a menti en disant que l'empereur devait juste vérifier l'état de ses troupes. L'héroïne devine alors que le prince cruel est devenu un bon souverain, mais elle n'est même pas un vrai chevalier, et ils ne sont pas censés se rencontrer. Lorsque les gens s'approchent du dortoir, la protagoniste ouvre la porte et un homme entre en se demandant si c'est bien sa chambre, si petite et aux murs délabrés. Se tournant vers sa compagne, l'homme lui demanda si c'était tout ce que la famille Ferdinand pouvait lui donner, mais elle répondit immédiatement qu'elle n'était qu'une apprentie et que c'était plus que suffisant. Regardant la jeune fille avec incrédulité, l'empereur lui demanda à nouveau comment quelqu'un comme elle pouvait être apprenti.
et elle se souvint immédiatement que Benjamin voulait la promouvoir, mais elle décida de ne pas se faire remarquer davantage. L'empereur ne pouvait pas croire que sa nouvelle connaissance n'était qu'un apprenti. Aussi déclara-t-il immédiatement que les chevaliers locaux étaient apparemment complètement aveugles. Attirant la main de la jeune fille contre la sienne et l'embrassant, l'homme regarda étrangement l'héroïne qui, très surprise, se demanda immédiatement pourquoi son vieil ami faisait cela si elle ressemblait à un homme. En souriant, l'homme déclare qu'il est heureux que son vieil ami n'ait pas changé du tout, et la femme, devinant qu'il l'a reconnu, se jette immédiatement sur lui. Lorsque l'empereur pressa la jeune fille contre lui, il avoua qu'il savait qu'elle était vivante et promit que tout irait bien, car il avait lui-même décidé de s'occuper de cette famille dégoûtante. L'empereur, plaçant la protagoniste sur le lit et s'approchant d'elle, l'embrasse sur le front et l'appelle son trésor, et se souvient que pendant ces 10 années, elle a vécu dans son âme. Lorsque l'homme a appris que les membres de sa famille avaient été emportés par le feu et qu'elle avait elle-même disparu, son cœur s'est arrêté, mais 10 ans plus tard, il est heureux d'avoir pu la retrouver. Au même moment, un homme entre dans la pièce et interpelle l'invité, lui expliquant qu'il doit l'accompagner car tout le monde est occupé à le chercher. Mais l'homme lui jette un regard craintif et lui demande de baisser d'un ton. En s'excusant et en inclinant la tête, le passant se demandait qui était ce type. Mais après avoir examiné ses vêtements, il a deviné qu'il s'agissait d'un simple apprenti. Se tournant à nouveau vers l'homme et parlant plus doucement, le serviteur de l'empereur l'informe que Katrina l'attend et qu'il n'a pas besoin de s'attarder plus longtemps. Sans répondre à la question de l'invité, l'homme dit que ce n'est plus important car il a retrouvé Yvonne. L'homme devine immédiatement de qui il s'agit, mais l'empereur lui demande de se taire. L'homme lui explique alors que la jeune fille est sous le coup d'une malédiction lancée par le défunt et que s'il prononce son nom, il peut dire adieu à sa vie. Expirant de fatigue, l'assistant de l'empereur admet qu'il sait que la famille Ferdinand est impliquée dans la chute de sa famille, mais il devine que quelque chose ne va pas. Après un moment de réflexion, l'homme explique qu'il lui semble que le complot contre Ternisius a été orchestré par l'impératrice Marguerite et Rodolphe Ferdinand. Après avoir hésité un instant, l'homme se demanda pourquoi, si sa supposition était correcte, ils étaient tous les deux morts. Et il était étrange que la malédiction de Rodolphe n'ait pas disparu après sa mort. Se tournant vers son assistant Linden, l'empereur lui demande d'écouter ses ordres, puis lui demande d'en savoir plus sur Eva Rovlin. Lorsque la protagoniste a ouvert les yeux, elle a vu tous ses proches devant elle et a deviné qu'il s'agissait d'un rêve, mais d'un très beau rêve qui s'est cependant encore amélioré lorsque Théodore s'est pressé contre elle. Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux, rougissant d'embarras, elle devina que ce rêve était très étrange. En regardant autour d'elle, elle se rendit compte qu'elle était dans sa chambre, mais qu'elle ne se souvenait pas s'être couchée et qu'elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là. En grimpant sur le lit et en regardant autour d'elle, la jeune fille supposa qu'elle avait aussi rêvé de rencontrer Théo, mais devinant que ce n'était certainement pas un rêve, elle se précipita vers la porte et courut dans le couloir. La protagoniste se précipite immédiatement dans la maison pour retrouver son ancienne amie, mais tombe sur Benjamin qui, la regardant avec effroi, lui demande où elle était, puis lui explique qu'il la cherchait depuis longtemps. S'éloignant du chef de famille, la jeune fille explique qu'elle a une affaire urgente à régler, mais ce dernier lui répond que ce n'est pas le moment et qu'elle ferait mieux de se cacher. Sans répondre à la question de l'héroïne sur les raisons de se cacher, l'homme lui demande de l'écouter, mais la femme, s'écartant, s'exclame qu'elle a juste besoin d'un peu de temps parce qu'elle veut vérifier quelque chose. Lorsque la jeune fille se précipita dans la direction opposée, l'homme lui demanda de ne pas aller dans cette direction, mais elle n'obéit pas et, se retrouvant dans une autre pièce, elle vit Théodore, devant lequel les serviteurs s'inclinaient. L'empereur avait été surnommé le jeune tyran d'Albraït, mais elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une rumeur stupide. Constatant que l'héroïne est venue le voir, l'empereur lui explique qu'elle arrive à point nommé et lui propose de l'accompagner car il souhaite l'intégrer à sa garde personnelle. Remarquant la confusion de la protagoniste, l'homme lui explique qu'elle a un talent
et qu'il est sûr qu'elle pourra le protéger. Mais à peine a-t-elle répondu que Benjamin apparaît devant elle. Regardant sévèrement l'empereur, l'homme déclare que sa suggestion est inappropriée, puis, saisissant le regard mécontent de son interlocuteur, recouvre précipitamment la jeune fille de son manteau. La déclaration de l'homme met l'empereur en colère. Il regarde son interlocuteur avec haine et réalise qu'il se trouve face au nouveau patriarche de la famille, Ferdinand lui-même. Alors que l'empereur serre le poing, l'homme qui se trouve en face de lui s'agenouille, appuie sa main sur sa poitrine en signe de révérence et salue le seigneur de l'empire d'Albraït, ajoutant qu'il est honoré. Regardant l'empereur avec sa froideur d'antan, l'homme répète que, néanmoins, Yves Rovelin appartient à la famille Ferdinand et qu'il ne peut donc pas le laisser partir avec lui. Surpris, l'homme lui rappelle qu'Ève n'est que l'apprenti du chevalier. Il n'y voit donc aucun inconvénient et d'ailleurs, le chevalier lui a déjà donné sa permission. En entendant cette déclaration, Benjamin se tourna vers la jeune fille et lui demanda si c'était vrai. Mais elle secoua immédiatement la tête et il se tourna à nouveau vers l'empereur pour lui dire que ces plaisanteries n'étaient pas nécessaires. En souriant, l'empereur dit que, dans ce cas, il va simplement ordonner au jeune homme de venir avec lui, ce à quoi l'interlocuteur répond que c'est impossible, car lui, en tant que patriarche de la famille, interdit au chevalier de quitter le domaine. Jetant un regard haineux à son interlocuteur, l'homme lui demanda de fixer son prix. Mais à peine eut-il donné sa réponse que mademoiselle Catherine s'approcha d'eux, qui, en souriant, lui dit que, dans ce cas, c'était à elle qu'il devait s'adresser. En s'approchant du peuple, la jeune fille salue Sa Majesté et se présente comme Catherine Ferdinand, et fait remarquer qu'elle est extrêmement heureuse de les rencontrer. Mais l'empereur la regarde avec mépris et fait remarquer que cette conversation ne la concerne pas. Réfutant les propos de l'empereur, la jeune fille explique que M. Rudolph lui a déjà offert ce chevalier et qu'il faut donc en discuter le prix avec elle. Après avoir écouté les explications de la jeune fille et souri, l'empereur accepta sa proposition et elle dit aussi que, dans ce cas, elle voulait devenir impératrice, mais avant qu'elle ne puisse finir, elle tomba à terre parce que l'empereur la frappa de son épée. Alors que la jeune fille tombait à terre, l'homme la regarda, puis, s'accroupissant à genoux devant elle, expliqua que le prix à payer pour Yves serait sa vie, et ajouta qu'il s'agissait certainement d'un prix excessif. En regardant mademoiselle Catherine, qui commence à demander grâce, le protagoniste devine que cet homme pourrait vraiment la tuer. Katrina se secoue et tend à l'empereur un acte de vente confirmant sa propriété sur le chevalier et ajoutant qu'elle lui donne Ève. En jetant un coup d'œil sur le papier, l'héroïne devine que Katrina l'a toujours porté sur elle. Lorsque l'empereur commence à étudier le document qui lui a été remis, la protagoniste se demande ce qu'il adviendra d'elle si elle appartient désormais à Théodore. Lorsque l'empereur a pris connaissance du contenu de l'acte de vente, il s'est empressé de déchirer le morceau de papier et la protagoniste a deviné que sa cage s'était enfin ouverte et qu'il n'y avait plus d'obstacle. En tendant la main à la protagoniste et en la regardant avec espoir, l'empereur a admis qu'il n'avait pas l'intention de la transformer en esclave et il lui a demandé à nouveau si elle allait venir avec lui. La protagoniste, qui aimait toujours son vieil ami, lui tendit la main et lui donna une réponse affirmative. Mais au même moment, Benjamin, qui se tenait derrière elle, prit la parole. Saisissant la main de la jeune fille et se penchant devant elle, l'homme lui a demandé de ne pas partir, mais elle a relâché sa main et, en s'excusant, lui a dit qu'elle voulait partir avec Théodore. Se détournant de Benjamin, la jeune fille le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Elle dit au revoir à son seul ami dans cet enfer ce jour-là. En souriant, l'empereur avoue qu'il est très heureux qu'elle l'ait choisie et ajoute qu'il aurait fallu la mettre en garde à vue autrement. Baissant le regard avec culpabilité, la protagoniste expliqua qu'elle ne pensait pas que le seigneur se promènerait seul dans le parc et qu'elle n'avait donc pas l'intention de lui faire du mal. Mais celui-ci, sans rien répondre, se contenta de la serrer dans ses bras. S'approchant de la jeune fille et la regardant dans les yeux, l'homme lui avoue qu'il l'aime depuis leur première rencontre et qu'il aimerait maintenant pouvoir l'appeler par son prénom. La protagoniste se souvenait qu'il y a 10 ans, elle avait un nom et un statut différents.
Il était donc très étrange de voir à quel point son compagnon avait grandi, mais son odeur était restée la même et elle avait l'impression de revenir à cette époque joyeuse. En volant vers Mademoiselle Catherine, les servantes se mirent à la supplier de se réveiller et d'appeler rapidement le médecin. Benjamin seul se tenait comme un homme voûté et se promettait de mettre Théodore en pièces. Faisant asseoir la protagoniste à côté de lui dans le wagon, l'homme lui a demandé si elle se sentait à l'aise pour voyager, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative et l'a remercié de sa sollicitude. Serrant son compagnon dans ses bras, son vieil ami lui demanda pourquoi elle était si nerveuse si tout allait bien, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter lorsqu'elle était en sa présence. Craintivement figée sur place, la jeune fille se souvint qu'elle n'était même pas un chevalier à part entière et qu'elle n'avait donc pas le droit de monter dans le même carrosse que lui. Détournant le regard avec culpabilité, l'homme devina que sa compagne avait peur de lui, puis ajouta qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait la faire sortir de cet endroit. La protagoniste a alors deviné que son interlocuteur avait décidé que la situation l'effrayait, mais elle a immédiatement réfuté cette hypothèse, expliquant qu'elle n'avait pas peur, mais qu'au contraire, elle se sentait légère. La jeune fille ne se soucie pas de ce qui s'est passé, car elle se souvient de toutes les choses qu'elle a vécues, et l'homme, au même moment, tout en gardant les yeux sur elle, soigne sa blessure. S'approchant de la jeune fille et lui souriant gentiment, l'empereur lui demanda de ne pas s'inquiéter et lui promit de la protéger, mais elle détourna le regard et dit que c'était à elle de le protéger. Acceptant sa proposition, l'homme s'approche d'elle et lui demande de lui rendre un service. La protagoniste remarque alors que sa main tremble. Prenant garde à la surprise de son interlocuteur, l'homme a trouvé drôle qu'il soit empereur, mais qu'il ait très peur du sang, de sorte que l'héroïne a immédiatement compris qu'il s'était délibérément battu pour elle. Lorsque la jeune fille prit la main de l'empereur, celui-ci, s'accrochant à elle et posant sa tête sur son épaule, avoua qu'il était heureux qu'elle soit venue avec lui. Quelque temps plus tard, ils arrivent au palais et tout se passe bien. L'empereur accorde à la jeune fille le titre de garde du corps personnel. En raison des nombreux CA, la promotion du personnage principal a dû être reportée, mais elle est finalement devenue chevalier et membre de la garde personnelle de l'empereur, ce dont elle était très heureuse, car cela faisait longtemps que ses mains n'avaient pas tenu une véritable épée. La jeune fille s'inquiétait beaucoup de ses relations avec ses collègues, mais heureusement, tout s'est bien passé et ils étaient très contents d'elle, même si elle pensait qu'ils ne l'accepteraient pas dans leur rang. La vie paisible de la protagoniste commence alors et il lui semble que les 10 dernières années n'ont été qu'un terrible rêve, mais quelque chose la trouble. Une fois, une jeune fille a gardé l'empereur toute la journée, si bien qu'il l'a prise par la main et l'a tendue vers lui, l'a fait asseoir à table et lui a apporté des friandises alors qu'elle était censée le garder. Après avoir pris sa fourchette et nourri son ami, l'empereur a dit qu'elle pouvait aussi le garder assis et a ajouté que ses autres gardes n'étaient pas trop stressés non plus. Ces derniers mots sont adressés à son assistant qui, apprenant que l'empereur attend de lui qu'il confirme, accepte immédiatement. Baissant le regard avec culpabilité, la jeune fille devina qu'elle n'avait pas nécessairement à se lever, mais elle trouva tout de même étrange que les autres aient peur de l'empereur s'il était vraiment si amical. S'asseyant à la table et s'adressant aux assistants qui étaient venus, l'homme dit qu'il a été agréablement surpris par leur travail, au point qu'il a même voulu leur donner une récompense, à savoir de très longues vacances. Et il a demandé aux cuisiniers de goûter eux-mêmes les desserts qui lui avaient été servis. L'empereur était toujours gentil et poli avec les serviteurs et les autres personnes du palais, tout en prenant soin des chevaliers. Il a déclaré un jour que seule Ève resterait dans sa garde personnelle, afin que tous les autres puissent rentrer chez eux plus tôt sans s'inquiéter, car il ne doutait pas de leurs compétences. Cependant, il semblait à la protagoniste qu'il était très difficile d'être empereur, alors qu'elle avait le temps de réfléchir au fait que son compagnon était toujours le même, mais que quelque chose en lui avait changé. Il essuya la crème sur son visage, expliquant qu'elle s'était souillée. Cette action a fortement embarrassé les assistants qui se tenaient derrière les personnes, à tel point qu'ils sont sortis de la pièce en courant après avoir eu très peur, ce qui a également embarrassé le protagoniste. Lorsque la pièce fut vide,
l'empereur s'allongea sur les genoux de la jeune fille, se réjouit du calme qui régnait enfin et expliqua qu'il voulait se reposer parce qu'il travaillait trop. Bien que tout aille bien, la protagoniste a récemment été gênée par quelque chose, à savoir le comportement de Théodore, qui voulait constamment passer plus de temps avec elle. Quelque temps plus tard, la protagoniste se tourne vers l'empereur, toujours allongé sur ses genoux, et lui demande s'il est temps pour lui de se lever. Mais recevant une réponse négative, elle lui rappelle qu'il a encore beaucoup de travail. Se demandant ce qu'elle devait faire dans une telle situation, la jeune fille se plongea dans ses pensées, mais l'homme l'en tira et lui demanda de s'asseoir à côté de lui pour un moment encore. Lorsque la protagoniste a posé sa main sur son front, elle a deviné que son ami était comme un petit enfant et s'est ensuite demandé s'il traitait tout le monde de cette manière. L'homme a regardé la jeune fille et lui a demandé si elle n'aimait pas être traitée de la sorte, mais lorsqu'il a remarqué qu'elle était très embarrassée, il lui a expliqué qu'il ne se comportait de la sorte qu'avec elle. En s'approchant de la jeune fille et en lui touchant le visage, l'homme a avoué que toutes les autres personnes avaient peur de lui, mais qu'à côté d'elle, il pouvait se détendre. Sentant les mains de son ami trembler à nouveau, la protagoniste s'empresse d'y appuyer la sienne et lui demande de ne pas s'inquiéter, lui promettant qu'elle sera toujours là pour lui. Après avoir écouté la promesse de la jeune fille, l'empereur la regarda avec reconnaissance, s'approcha d'elle et la regarda d'un air énigmatique, lui demandant à quoi elle pensait en ce moment. Très embarrassée et rougissant de honte, la jeune fille répondit qu'elle ne pensait à rien, et l'empereur dit qu'il était triste de l'entendre, car il espérait qu'elle pensait à lui maintenant. Se penchant sur la jeune fille pour être encore plus près d'elle, l'homme lui prend la main et déclare qu'il ne pense qu'à elle. Il ajoute aussi que c'est la plus belle personne qu'il ait jamais rencontrée. La jeune fille, embarrassée, devine que son cœur est sur le point d'éclater. Décidant de s'épargner cette agonie, elle se lève de son siège et demande à l'empereur ce qu'il dit si elle n'est pas belle du tout et qu'elle ressemble à un homme. Sans lâcher la main de la jeune fille, l'empereur, la regardant sérieusement, avoue qu'il s'en moque et la protagoniste réalise qu'elle n'avait jamais pensé qu'il pouvait être attiré par l'image d'un homme. L'empereur voulut dire quelque chose, mais s'arrêta immédiatement de parler, s'approchant des lèvres d'Ève et voulant l'embrasser, mais elle n'était pas prête pour cette étape et retira sa main de son emprise et partit dans l'autre sens. Remarquant la surprise de l'homme, la jeune fille lui promet qu'elle reviendra bientôt et l'homme, resté seul avec ses pensées, l'appelle par son nom. Une fois la porte franchie, la protagoniste s'arrêta et réalisa seulement maintenant que son cœur battait la chamade parce qu'elle aimait probablement aussi l'empereur. Mais à peine eut-elle pensé à cela qu'elle vit devant elle les chevaliers qui s'inquiétaient de son état. En se tournant vers la jeune fille, les gens ont demandé pourquoi elle rougissait et ont supposé que l'empereur l'avait engueulée, ce que la jeune fille a immédiatement réfuté en disant qu'il n'y avait rien de mal. Les gens regardent leur interlocutrice avec crainte et lui disent qu'elle peut toujours se confier à eux, tout en lui rappelant que Monsieur l'Empereur est toujours en train de harceler ses subordonnés. Jetant un regard haineux à ses connaissances, la protagoniste s'exclama que l'empereur n'était pas ce genre de personne et qu'il devrait cesser de dire de telles choses à son sujet. Mais à peine eut-elle répondu aux questions des chevaliers qu'elle se précipita dans l'autre direction en s'exclamant qu'elle avait besoin de prendre l'air. Lorsque la protagoniste sort dans la cour, elle se rend compte qu'elle est de nouveau ici, comme il y a 10 ans, et c'est maintenant la même nuit d'été. Pour une raison quelconque, à côté de Théo, elle ne peut s'empêcher de penser à son enfance. La protagoniste pensait que ces sentiments étranges étaient dus à ce qui s'était passé entre eux à l'époque, mais elle avait beau essayer, elle ne parvenait pas à faire taire les battements de son cœur et elle se rendait compte qu'elle était tombée amoureuse de l'empereur. Se crispant, la jeune fille tenta de repousser ces étranges pensées, se rappelant que ce n'était pas le moment, car elle avait encore des affaires à régler et le devoir de découvrir ce qui était arrivé à sa famille, ainsi que de laver la honte du nom de famille de Ternisia. Lorsqu'elle regarda ses mains, elle réalisa qu'elle n'arrivait pas à reprendre ses esprits et se couvrit le visage de culpabilité. Mais au même moment, elle fut distraite par un son étrange qu'Ernst avait émis.
Lorsque la protagoniste a vu son amie d'enfance, elle s'est souvenue qu'il lui avait dit qu'il l'emmènerait et la protégerait, mais elle a été stupide de croire en sa promesse. En jetant un regard haineux au prince, la jeune fille lui demanda de ne même pas penser à dire son nom, car sinon il mourrait, et lui, ayant deviné ce qu'elle voulait dire, se pressa contre un arbre et pleura. Se couvrant les yeux et gémissant, le garçon s'excusa auprès de la jeune fille de ne pas avoir tenu sa promesse, et la jeune fille le regarda gentiment et sourit, devinant qu'il rugissait encore pour une raison ou pour une autre. Cachant son épée, faisant demi-tour et repartant dans l'autre sens, la jeune fille informa son amie que cette Yvonne n'était plus, puisqu'elle s'appelait désormais Eve Rovland. Après avoir étouffé ses larmes, Ernst s'est excusé auprès de la protagoniste et, une fois calmé, il lui a raconté ce qui s'était passé. Il s'est avéré que toutes les tentatives pour la rencontrer avaient échoué, l'impératrice Margaret et le loup rouge Ferdinand ne lui en ayant pas donné l'occasion. Baissant la tête avec culpabilité, le garçon avoue qu'il pense toujours à l'héroïne et qu'il allait venir la chercher sous prétexte de fiançailles avec Katrina, mais que sa mère et son oncle ont tout annulé et que son plan a échoué. Lorsque le jeune homme a perdu son soutien, à savoir sa mère, le prince héritier Théodore est devenu empereur et, bien qu'Ernst n'ait pas l'intention de revendiquer le trône, l'empereur surveille ses moindres faits et gestes. Baissant la tête, l'ancien ami de l'héroïne s'excuse à nouveau, mais elle lui explique que tout est déjà du passé, mais s'étonne qu'il la reconnaisse immédiatement, alors qu'elle a beaucoup changé. En regardant la fille et en lui souriant gentiment, le type s'est exclamé qu'il ne pouvait pas faire autrement, et elle s'est immédiatement souvenue que Théodore ne pouvait pas la reconnaître tout de suite. Soudain, l'empereur s'est approché des garçons et leur a dit que pendant longtemps, il n'avait pas compris où était allé son ami, mais qu'en voyant son ancien ami, il lui avait expliqué que c'était plutôt impoli. Regardant sévèrement la jeune fille, l'empereur déclara qu'elle ne devait pas s'amuser avec d'autres hommes du service et, la saisissant par le bras, lui proposa de l'accompagner, mais Ernst s'interposa dans la conversation. Effrayé, le garçon se précipite pour arrêter son frère, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, ce dernier a déjà pris la jeune fille derrière lui et l'a emmenée au palais. Alors que l'empereur conduisait la jeune fille dans le couloir, il lui serra fortement la main, de sorte qu'elle la serra avec douleur, puis il lui demanda ce qu'elle faisait avec Ernst et pourquoi ils étaient si mignons ensemble. La protagoniste devine qu'il ne s'agit pas d'une gifle ou d'une casserole bouillante qui lui a été projetée en plein visage. Mais pour une raison ou une autre, tout se resserre en elle. Décidée à arrondir les angles, la jeune fille s'excuse d'avoir quitté son poste, mais lui demande pourquoi il est si en colère contre elle alors qu'elle n'est rien pour lui. Regardant sérieusement l'héroïne, l'homme lui demande si elle ne comprend vraiment pas, puis, sans obtenir de réponse, explique qu'il ne veut pas voir la personne qu'il aime avec un autre homme. En fait, le personnage principal ne comprenait pas pourquoi Théodore ne s'était pas rendu compte tout de suite qu'elle était la même Yvonne, mais qu'elle était tombée amoureuse d'Ève. Alors elle a pleuré et il a dû la réconforter. Se blottissant contre sa maîtresse, l'homme s'est excusé auprès d'elle et lui a expliqué qu'il n'avait pas voulu la blesser. Elle s'est alors rendue compte que même s'il était en colère et bouleversé, il restait gentil avec elle. Alors qu'elle étreignait l'homme, la jeune fille se rendit compte qu'elle semblait vraiment l'aimer. Et celui-ci, remarquant son étrange réaction, lui demanda si elle l'aimait. Ce à quoi il n'eut pas de réponse. L'homme voulait embrasser l'héroïne, mais au lieu de cela, il l'a serrée dans ses bras et lui a demandé de lui donner une réponse, de sorte qu'elle a avoué qu'elle l'aimait et ils se sont finalement embrassés. Se retrouvant seule avec l'empereur, qui avait déjà commencé à enlever ses vêtements, la protagoniste, en l'embrassant, dit qu'elle n'est pas prête, mais ce dernier, lui demandant de ne pas s'inquiéter, avoue qu'il a tout de suite compris qui elle était. En regardant la jeune fille avec reconnaissance, l'empereur dit qu'il ne pouvait s'empêcher de reconnaître son Yvonne, mais celle-ci, au même moment, le regardant avec crainte, l'avertit que s'il l'appelait par son nom, il mourrait, mais il dit quand même qu'il l'aimait et l'appela par son prénom et son nom de famille. La protagoniste se souvient qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas oublier,
à savoir le jour où sa mère l'a appelée auprès d'elle et, déballant un sac, lui a dit qu'elle avait un cadeau pour elle, à savoir des biscuits. Lorsque la jeune fille est venue voir sa mère et a commencé à manger des biscuits, celle-ci l'a tapoté sur la tête et lui a dit qu'elle n'était qu'une petite fille intelligente. L'héroïne adulte ne peut donc pas oublier le jour où sa mère lui a donné des bonbons pour la première fois. De même, la protagoniste ne pouvait oublier le jour où sa chère famille avait chassé toute la tristesse en elle. Mais à peine avait-elle pensé à tout ce qui s'était passé dans sa vie que l'empereur fit un mouvement étrange avec ses mains et lui rappela qu'il avait dit qu'il pouvait la protéger et qu'il avait donc levé la malédiction de Ferdinand sur elle. Lorsque l'homme s'est approché de la jeune fille, qui a immédiatement pleuré, il lui a demandé s'ils pouvaient être ensemble. C'est un autre moment que l'héroïne n'oubliera jamais. Le lendemain matin, la jeune fille s'est réveillée dans son lit, dans une grande pièce inconnue, et s'est aperçue qu'elle était couchée sans aucun vêtement, si bien qu'elle s'est levée du lit, effrayée. Au même moment, l'empereur entre dans la chambre et lui demande si elle est réveillée. Après avoir remarqué sa surprise, il lui explique qu'il s'agit de sa chambre. Figée sur place, la jeune fille se demande ce qu'elle fait là, mais l'homme, ignorant sa gêne, lui demande si elle va bien et lui explique qu'il semble avoir un peu exagéré hier. Rougissant d'embarras, la protagoniste lui demande ce qu'il veut dire et ce dernier, souriant gentiment, lui demande de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'il ne s'est rien passé de tel. Lorsque l'homme l'appela par son nom, la jeune fille se souvint qu'il avait fait la même chose hier et que, pour une raison ou une autre, il n'avait pas été blessé. Jetant une robe de chambre sur la jeune fille et lui tirant les bras pour qu'elle se lève, l'homme lui promet de tout lui expliquer. Mais avant cela, il lui avoue qu'il l'a profondément désirée pendant toutes ces 10 années. Quelque temps plus tard, assise à la table en face de son amant, l'héroïne lui demande quand il s'est rendu compte qu'elle était Yvonne, ce à quoi il répond qu'il a pu s'en rendre compte immédiatement en la voyant. Se couvrant calmement les yeux, l'homme explique qu'il est difficile d'oublier la personne que l'on aime, mais, très embarrassée, l'héroïne demande pourquoi il ne lui en a pas parlé tout de suite. En souriant, l'empereur expliqua qu'elle était prête à s'enfuir à la seconde où elle l'avait vue. Alors, il décida de se retenir, mais il était difficile de se retenir quand elle le brûlait du regard. Rougissante, la jeune fille devina qu'elle était tout simplement désespérée, mais décidant de modérer le sujet, elle lui demanda comment il avait brisé la malédiction, et l'homme expliqua qu'il avait utilisé un pouvoir sacré pour le faire, par lequel il avait brisé une coupe au même moment. Remarquant la surprise de son interlocutrice, l'empereur lui expliqua que le pouvoir sacré de Réobrant pouvait tout guérir, peu importe qu'il s'agisse d'une blessure ou d'une malédiction. Il avait même soigné la cicatrice de son poignet de cette manière. Ce n'est que maintenant, en regardant ses mains, que le protagoniste devine que la cicatrice a bel et bien disparu. Et l'homme, poursuivant son récit, explique qu'il voulait vraiment le faire lorsqu'ils se sont rencontrés, qu'il s'est donc entraîné avec acharnement et qu'il n'a pas cédé aux rumeurs sur la mort de la jeune femme. En rétrécissant, le protagoniste devina qu'elle ne pouvait même pas croire qu'ils étaient de nouveau ensemble. Après tout, on l'avait crue morte pendant 10 ans, mais il l'avait quand même retrouvée et elle était maintenant très heureuse. Ce pourquoi elle remercia l'empereur. Crispé, l'homme demande à son interlocutrice pourquoi un tel officialisme, ce à quoi elle répond qu'elle en a l'habitude et qu'elle ne veut pas se tromper devant d'autres personnes. Se penchant vers la jeune fille, l'empereur lui demande de l'appeler Théo, puis, sans attendre sa réponse, il l'embrasse, lui rappelant qu'ils ne sont plus que tous les deux. Souriant d'un air gêné, la jeune fille accède à la demande de l'empereur et l'appelle par son nom, puis ils se confondent à nouveau dans un baiser, ce qui blesse Benjamin, qui les avait observés pendant tout ce temps. Lorsque l'assistant de l'empereur se promenait dans le palais, il remarqua que les environs étaient très calmes, mais il entendit immédiatement les servantes parler et se souvint que les gens avaient récemment chuchoté au sujet de la liaison entre l'empereur et le nouveau chevalier. La jeune fille venait d'une famille inconnue et n'était qu'une personne de rang inférieur, mais elle a instantanément gagné une place dans la garde personnelle de l'empereur. Le bruit courait que quelqu'un avait vu le chevalier et l'empereur quitter la chambre ensemble, mais avec un soupir las,
l'assistant conclut qu'il ne se souciait pas des intérêts personnels de l'empereur. Le plus important pour le serviteur était qu'il ne recevait plus de menaces de mort quotidiennes. Le garçon devinait qu'il ne se souciait pas du chevalier lorsqu'il pouvait travailler en paix. Lorsque l'assistant entre dans la salle et annonce qu'il a préparé le matériel, il voit le protagoniste assis dans les bras de l'empereur et se fige d'horreur. Lorsque l'assistant a quitté la pièce, la protagoniste, perdant son sang-froid, a crié qu'elle n'en pouvait plus car elle n'avait aucune idée de ce que cet homme allait maintenant penser d'eux, et l'empereur, avec un soupir fatigué et un signe de la main, a compris que s'il voulait vraiment vivre, il se tairait. Se tournant vers sa bien-aimée, l'homme lui demanda si elle ignorait que des rumeurs sur leur relation circulaient dans le palais. Devinant qu'elle était dans un état de stupeur, il lui demanda comment elle avait pu ne pas s'en apercevoir. Baissant la tête avec culpabilité, la jeune fille avoua qu'elle l'avait remarqué et que les chevaliers étaient également choqués lorsqu'ils découvrirent qu'elle était une fille. Il lui fallut donc beaucoup de temps pour les calmer. En y réfléchissant, l'empereur se souvint que les charmes placés sur son apparence avaient disparu en même temps que la malédiction. Mais à son avis, c'était mieux ainsi, car maintenant personne n'oserait l'agresser. Après avoir dit cela, l'empereur a tapé du poing sur la table, ce qui a effrayé la protagoniste, puis l'a immédiatement attirée à lui et s'est excusé d'être parfois trop jaloux. En regardant le bureau de son amant, la jeune fille a vu une énorme quantité de papier et lui a demandé s'il était fatigué par tant de travail, ce à quoi il a répondu par la négative, mais elle s'est rendue compte qu'il mentait et n'a pas rougi. Même la nuit, le protagoniste se réveillait et voyait l'homme travailler, ce qui signifie qu'il n'a même pas la chance de passer une bonne nuit de sommeil à cause de son activité, mais il ne voulait pas perdre le temps des autres. Souriant d'un air gêné, l'empereur explique qu'il vient de perdre sa bien-aimée de 10 ans et qu'il préfère rester éveillé plutôt que de manquer une seconde de plus avec elle. Ne recevant aucune réponse à son discours, il s'approche d'elle et l'embrasse. La jeune fille montra le bijou qu'elle portait maintenant sur la tête et demanda ce que c'était. L'empereur répondit qu'il lui avait été donné par sa mère et qu'il s'agissait de sa dot. S'adressant à sa maîtresse, l'homme a déclaré qu'il allait restaurer l'honneur de sa famille, mais qu'il avait besoin de temps pour le faire, tout en ajoutant qu'il s'attendait à ce qu'elle l'épouse après cela. En entendant la proposition de l'homme, la protagoniste s'est précipitée vers lui et l'a serré dans ses bras, et l'homme, la regardant à nouveau, lui a suggéré de se laisser pousser les cheveux. Selon lui, elle était déjà belle, mais les cheveux longs lui allaient très bien. La protagoniste se rend compte, dans les bras de son amant, que les mots ne suffisent pas à décrire son bonheur, mais elle craint un peu que tous ces moments ne soient que le calme avant la tempête. L'homme qui se tenait en face de la protagoniste lui a dit que quelqu'un de sa famille était peut-être encore en vie, et elle a commencé à se demander qui aurait pu survivre. Son grand-père ou Richard, mais à peine a-t-elle obtenu des réponses à ces questions que l'homme a disparu et qu'elle a pris la décision de le retrouver. À cet instant, la jeune fille ouvrit les yeux et vit l'empereur en face d'elle, qui, troublé sans regarder, lui demanda ce qui lui était arrivé et ajouta qu'elle n'avait plus de visage. Elle a compris que l'homme avait déjà assez à faire et qu'elle ne voulait pas le stresser davantage. Levant la tête et jetant un coup d'œil à ses assistants, l'empereur ne dit rien, et ces derniers, devinant qu'ils devaient partir rapidement, s'empressèrent de vaquer à leurs propres occupations, les laissant seuls. Lorsqu'il ne resta plus que l'empereur et la protagoniste dans la pièce, ce dernier lui demanda ce qui s'était passé et ajouta qu'il s'inquiétait pour elle. En y réfléchissant, la jeune fille baissa la tête et raconta sa vision. Après avoir écouté l'histoire de son amant, l'homme a suggéré que quelqu'un avait peut-être survécu et, après lui avoir tapoté la tête, il lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a promis qu'il retrouverait certainement ses proches. Avec un regard de reconnaissance à l'empereur, la jeune fille l'appelle à nouveau de façon trop formelle, si bien que ce dernier, gêné, lui rappelle qu'il a demandé à être appelé par son prénom. Souriant gentiment, la protagoniste a remercié son interlocuteur, mais celui-ci, gêné par une telle gratitude, s'est rapproché et s'est pressé contre elle. La protagoniste, qui ne s'attendait pas à ce qu'il l'embrasse, lui a demandé pourquoi il agissait ainsi,
Ce à quoi il a répondu que depuis que la malédiction de Rudolf avait été rompue, les hommes commençaient à la regarder différemment. Tendue, la jeune fille admet qu'elle n'avait pas remarqué les regards suspects plus tôt, mais l'empereur ne réagit pas à sa réponse et lui conseille de se fixer des limites personnelles. Essoufflée, la jeune fille se demande si l'homme lui dit vraiment cela et se rappelle qu'elle n'y pense que depuis peu et que l'homme l'a déjà arrachée à son service. Après avoir cessé d'écouter le protagoniste, l'homme réfléchit au fait que tous les hommes du palais voyaient qu'elle était belle et cela le mettait en colère. Il n'aimait surtout pas que Benjamin convoite son Ève. L'empereur reçoit une lettre de Benjamin l'informant qu'il a découvert quelque chose d'étrange lié à la famille Ferdinand et lui demandant la permission de venir au palais pour lui en dire plus. L'homme s'est rendu compte qu'il devait s'assurer que personne ne menaçait sa maîtresse. Il a alors approché ses dents du cou de la jeune fille et l'a mordue, laissant une marque. Après avoir fait quelques pas en avant et avoir soudainement plaqué la protagoniste contre le mur, puis commencé à l'embrasser, l'empereur Théodore a décidé qu'il ne la donnerait jamais à personne. Quelque temps plus tard, la jeune fille, assise dans la chambre, éternue et l'empereur s'approche d'elle et lui demande comment elle se sent, ce à quoi elle répond qu'elle se sent mieux, mais que la fièvre n'est pas tombée. Pensive, la jeune fille a demandé à l'homme pourquoi il ne tombait pas malade, ce à quoi il a répondu qu'il ne le savait pas, mais qu'il supposait que c'était parce qu'elle le serrait si fort dans ses bras. En s'approchant de la malade, l'homme s'est excusé de s'être emporté et lui a murmuré à l'oreille qu'il voulait la voir dehors plus souvent quand il ferait plus chaud. Après avoir repoussé l'empereur en plaisantant et l'avoir menacé du poing, la protagoniste lui a rappelé qu'il avait un travail à faire et lui a promis de s'occuper de cet endroit toute seule, puisqu'elle n'était pas une enfant. En regardant l'empereur d'un air fatigué, la jeune fille devina qu'il n'était pas si inquiet, même s'il travaillait lui-même toute la nuit. Mais il n'y prêta pas attention et lui demanda de boire des médicaments si elle se sentait plus mal. Se retournant et se dirigeant vers la sortie, l'homme promet de laisser les domestiques devant la porte afin qu'elle les appelle en cas de besoin. Mais avant qu'ils ne partent, Ève s'empare de ses vêtements. Lorsque l'homme se retourna, la jeune fille retira vivement sa main et s'excusa. Et l'homme, se rapprochant d'elle et la serrant dans ses bras, lui promit de revenir bientôt. Lorsque la porte se referme derrière l'homme, la protagoniste se rend compte qu'il exprime toujours l'amour par ses actes et sa voix douce, et qu'elle n'y répond jamais. Le maître se fatiguait trop vite, si bien qu'il valait parfois mieux qu'il s'arrête, mais il n'acceptait jamais l'offre de pause de ses assistants et continuait à se dépêcher. La protagoniste s'est plongée dans ses réflexions en disant qu'elle aimait beaucoup l'empereur. Mais, quelque temps plus tard, elle s'est levée de son siège et a remarqué qu'il neigeait par la fenêtre. Elle a décidé que lorsque l'homme reviendrait, elle serait la première à lui dire qu'elle l'aimait plus que tout au monde. Alors que la protagoniste se précipite hors de sa chambre, elle est remarquée par les chevaliers qui lui demandent ce qui se passe. Elle répond, en les regardant avec crainte, qu'on lui a dit qu'il était arrivé quelque chose à Sa Majesté. Se précipitant vers la jeune fille pour la rassurer, les chevaliers lui dirent que l'empereur allait bien, mais qu'il valait mieux ne pas le déranger maintenant, et qu'en plus, elle n'avait pas l'air bien et avait besoin de se reposer. Les tentatives pour calmer la jeune fille n'ayant aucun effet sur elle, elle repoussa les chevaliers et se précipita vers la porte, qu'elle ouvrit pour constater que son amant était gravement blessé. En regardant l'homme, la protagoniste sourit et se réjouit qu'il soit indemne. Mais au moment où elle entre, un vase tombe sur le sol et l'empereur, s'en apercevant, lui demande de se taire car il a déjà mal à la tête. Se crispant et serrant les dents, l'homme demanda à l'invité de cesser de le regarder et de s'en aller. Puis, remarquant qu'elle se tenait comme à l'arrêt, il lui demanda ce qu'il y avait et si elle n'avait jamais vu l'homme blessé. La protagoniste regarde son amant et se demande ce qui se passe, mais celui-ci ne veut pas la revoir et lui demande de se retirer de sa vue. Au même moment, l'assistant de l'empereur s'approcha de la jeune fille et lui demanda de sortir. Elle suivit l'instruction et ne put croire que l'empereur en face d'elle était vraiment l'empereur qui ne s'était jamais comporté de la sorte. Lorsqu'il se tourna vers l'empereur, son assistant lui demanda s'il se sentait mieux.
Ce à quoi l'empereur répondit qu'il avait un mal de tête foudroyant et qu'il devait donc apporter plus de médicaments. Grimaçant, l'assistant explique qu'il n'a jamais vu le monsieur dans un tel état, mais le monsieur ne prête pas attention à ses paroles car il regarde par la fenêtre et constate qu'il neige en plein été. L'assistant, se présentant à la protagoniste, lui dit que l'empereur a perdu la mémoire au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis sa visite au Ferdinand jusqu'à aujourd'hui. En baissant la tête, la jeune fille se rendit compte que l'homme avait perdu ses souvenirs d'elle. L'homme, parlant à l'assistante, était même surpris d'être tombé de son cheval et expliqua ensuite que c'était tout à fait différent et que c'était quelqu'un qui l'avait renversé, et se souvint aussi qu'il lui avait semblé voir dans la lumière éblouissante du soleil un visage qui lui avait échappé. Tendant un mouchoir à la jeune fille, l'aide de l'empereur lui explique qu'elle ne doit pas se désespérer car il a toujours été ainsi. Remarquant la surprise de la jeune fille et ignorant sa question, le serviteur explique qu'il a une requête à formuler. S'approchant de son interlocutrice, le garçon lui demanda de ne pas quitter l'empereur, car elle était la seule personne qu'il avait laissé s'approcher de lui, et depuis qu'elle était apparue, il s'était adouci, et avant cela, on ne l'avait jamais vu ainsi. Regardant la jeune fille d'un air coupable, le type lui expliqua que l'empereur avait maintenant déclaré qu'il voulait un autre garde du corps, et qu'elle devait donc faire attention, car s'il décidait de la mettre à la porte, l'affaire pourrait se solder par des blessures bien plus graves. Quelque temps plus tard, lorsque l'empereur se sent mieux, elle se rend dans son bureau et le salue en lui expliquant qu'elle a repris du service à la suite d'une maladie. L'empereur, qui était en train d'écrire une lettre, s'arrête brusquement et, regardant sévèrement ses aides, leur rappelle qu'elle lui a ordonné de trouver un autre garde du corps, ce à quoi le serviteur répond que ce n'est pas si simple. L'homme se crispe et demande à l'homme de finir rapidement, et la protagoniste, en baissant décemment le regard, devine que l'homme ne l'a vraiment pas reconnu. Cela n'effrayait pas la jeune fille, car elle savait que ceux qui avaient été oubliés pouvaient être rappelés et qu'elle avait toujours été celle qu'il aimait. Elle pourrait donc lui prouver à quel point elle l'aimait. Lorsque l'empereur s'est approché de la jeune fille, celle-ci s'est crispée, car elle se souvenait des paroles de son assistant qui lui avait dit que s'il décidait de la mettre à la porte, l'affaire risquait de se terminer par des blessures bien plus graves. En jetant un regard menaçant à la protagoniste, l'homme a levé la main et elle avait déjà les yeux fermés de peur, mais il l'a posée sur sa tête en disant qu'elle avait encore de la fièvre et qu'elle n'aurait donc pas dû venir ici. Dès que la protagoniste s'est détendue, l'homme l'a saisie par ses vêtements, l'a jetée hors de la pièce et lui a demandé de revenir lorsqu'elle serait guérie, ajoutant que sa place serait probablement prise d'ici là. Une fois la porte franchie et pleurant amèrement, la jeune fille devina que le discours de l'homme était grossier, mais il restait son bon Théo et elle pouvait le supporter pendant un certain temps. 2 jours plus tard, la protagoniste apprend que l'empereur a trouvé un nouveau garde du corps et se demande ce qu'il va advenir d'elle. Ce à quoi la servante répond qu'elle ne doit pas s'inquiéter et qu'elle peut considérer qu'il s'agit d'un jour de congé supplémentaire. En fait, le nouveau garde du corps de l'empereur était inepte et craignait même la colère de l'empereur. Il s'excusait constamment et l'assistant comprenait qu'il ne tiendrait pas un jour. Le serviteur regarda son maître d'un air fatigué et lui demanda s'il devait à nouveau chercher un nouvel homme, ce à quoi il ne répondit pas, mais il se retourna et lui lança un regard féroce en lui demandant de ne rien dire contre lui. Inclinant la tête avec culpabilité, l'assistant de l'empereur déclara que personne ne pouvait se comparer à Lady Eve parce qu'elle était jeune, naturelle et qu'en plus, c'était lui qui l'avait amenée ici. Remarquant la surprise de l'empereur, le serviteur explique qu'il l'a enlevée du domaine de Ferdinand il y a 6 mois et qu'il a envoyé Linden il y a quelques semaines pour un voyage d'affaires secret dont personne ne connaît les détails. À la réflexion, l'homme devine que le manoir Ferdinand est le dernier endroit où Yvonne a été vue et qu'il s'y est rendu sous prétexte de fiançailles pour tenter de la retrouver, mais c'est là que ses souvenirs s'arrêtent. Se tournant vers le serviteur, l'homme lui dit qu'il doit écrire une lettre parce qu'il veut parler à Ferdinand en personne et qu'il espère qu'il arrivera au château immédiatement. 1 semaine s'est écoulée depuis la blessure de Théo
et le personnage principal s'est rétabli et a repris son poste. En fait, de nombreuses personnes ont essayé de prendre son travail, mais elles n'ont pas réussi à tenir un seul jour. La jeune fille comprenait maintenant pourquoi tout le monde était si difficile. L'empereur s'énervait contre elle parce qu'elle respirait trop fort et ne cessait de l'insulter, si bien qu'elle se rendit compte que même si elle était si difficile, les aristocrates avaient du mal à le supporter. Se crispant, la protagoniste décide qu'elle peut s'en sortir, car au fond, il l'aime toujours. Elle ne s'intéresse plus qu'à une seule question. Comment lui faire retrouver la mémoire? Baissant la tête, la jeune fille songea à la façon dont les choses seraient différentes si elle pouvait raviver tous leurs souvenirs. Puis, elle réalisa que cela pourrait fonctionner. Arrêtant l'empereur, qui marchait maintenant devant elle, la protagoniste déclara qu'elle avait quelque chose à lui dire et lui demanda un moment de son temps. L'héroïne se rend compte que l'empereur ne se souvient peut-être pas tout à fait de ces 6 mois, mais qu'il a forcément compris qu'elle était Yvonne, alors qu'elle n'arrive toujours pas à joindre le seigneur qui ne lui prête aucune attention. Courant en avant et saisissant l'homme par les vêtements, la jeune fille s'exclama que c'était important, et l'homme, la regardant avec surprise, devina qu'elle tolérait très étrangement et obstinément cette attitude terrible envers elle-même, et qu'il pouvait simplement secouer ses petites mains, mais qu'il ne pouvait pas la repousser. Après s'être un peu éloigné des chevaliers, l'empereur se tourna vers la garde du corps et lui lança un regard sévère en lui disant que si elle commençait à dire des bêtises, elle perdrait immédiatement son poste. Sans lâcher l'homme, la jeune fille devine qu'il ne la croira peut-être pas. Elle n'est pas sûre de pouvoir le reconquérir en lui disant qu'elle est Yvonne Ternicia. Le protagoniste se crispe, l'empereur lui saisit le bras et lui demande de parler plus vite. Comprenant qu'il n'y a plus de délai, la jeune fille lui demande s'il se souvient encore d'Yvonne, puis, le regardant avec culpabilité, lui répond que oui. L'homme la regarda avec surprise et devina pourquoi il s'était senti si étrange en sa présence. Mais en y regardant de plus près, il se rendit compte qu'elle ressemblait beaucoup à Yvonne, mais qu'il ne pouvait pas sentir son énergie, et il pensa donc qu'il l'avait confondue avec quelqu'un d'autre. Lorsque l'empereur entendit la déclaration de la jeune fille, il tomba à genoux devant elle et se sentit mal. Et après quelques instants, il décida que la jeune fille n'était qu'une imposture et une coquille vide. L'empereur se souvient alors qu'il ne sait pas quand cela a commencé, mais qu'à un moment donné, il a commencé à se sentir menacé par les autres et a réalisé qu'il avait acquis le pouvoir sacré de Réobrante. Le garçon savait alors que sa famille serait furieuse si elle apprenait ses capacités. Mais peu de choses ont changé depuis. Sa mère a été adoptée par une famille noble pour avoir réussi son mariage, et c'est ainsi qu'elle est devenue impératrice. Depuis lors, la mère et son fils ne se sont pas souciés du garçon, et celui-ci en a eu assez. Il a donc commencé à tuer, et les gens ont commencé à dire que les cheveux noirs étaient un mauvais signe. À partir de ce moment-là, les jours s'écoulent sans signification. Mais un jour, il rencontre Yvonne et, pour la première fois, il éprouve le désir de posséder et de chérir quelqu'un. Yvonne est devenue la raison de vivre du prince et, pour elle, il était prêt à tout. Mais il a été négligent et des gens ont réussi à atteindre sa famille, si bien qu'elle a souffert à cause de sa cupidité. Le garçon a prié les cieux de garder l'héroïne en vie, et la trace de pouvoir sacré qu'il a laissée derrière lui était son dernier espoir, et il croyait qu'il la retrouverait où qu'elle soit. Pour mener à bien son plan, il devait éliminer toutes les menaces afin que son erreur ne se reproduise pas. Il a donc décidé d'être plus prudent et plus confiant et a fait tout cela pour elle. L'homme a alors mal à la tête et se souvient qu'on lui a dit qu'ils avaient trouvé des informations sur Yvonne Ternicia, aujourd'hui appelée Eve Rovland. Lorsque le monsieur se réveilla quelque temps plus tard, le protagoniste le regarda avec espoir et se réjouit qu'il ait retrouvé ses esprits. Et il devina immédiatement que son cœur battait la chamade à la vue de la jeune femme. L'homme pensait qu'il s'agissait de l'apparence de la femme à qui il parlait, mais celle-ci s'est agenouillée devant son lit et s'est réjouie qu'il soit réveillé, expliquant qu'elle était très inquiète. Lorsque l'empereur lève le visage de la garde du corps vers le sien et la regarde dans les yeux, il se demande pourquoi elle le regarde ainsi.
Il ne veut pas qu'elle le rende fou à force d'être comme Yvonne. Soudain, l'homme attira la main de la jeune fille vers la sienne et, après l'avoir étudiée, il devina qu'elle n'avait plus de cicatrices, ce qui confirmait qu'elle n'était pas son amie d'enfance, mais une vulgaire imposture. Après avoir repoussé la main de la jeune fille, l'empereur, en colère, lui demande de ne plus le toucher. Il estime alors que ce qui se passe est tout simplement dégoûtant et qu'il ne pourra jamais pardonner à Eve Rovlin, qui a osé tenter de le séduire. Posant la tasse sur la table et souriant gentiment, l'empereur déclara que le thé était particulièrement parfumé aujourd'hui et suggéra que c'était parce qu'il le buvait en compagnie d'une belle dame, et la dame, acceptant son compliment, répondit qu'elle était honorée d'avoir sa compagnie. À ce moment-là, la protagoniste, qui observait ce qui se passait, est devenue très contrariée et s'est ensuite immédiatement souvenue de sa rencontre passée avec Théo, au cours de laquelle il l'avait rejetée. Tombant à genoux, la jeune fille demanda à l'empereur pourquoi il ne la reconnaissait pas si elle était Yvonne, et il répondit qu'il l'aimait. Ce à quoi l'empereur ne put répondre immédiatement, car il avait une forte migraine. À ce moment-là, l'assistant du monsieur fait irruption dans la pièce, demande au monsieur de se calmer et, après avoir forcé la fille à quitter la pièce, lui demande si elle n'a pas troublé sa mémoire. Transpirant d'excitation et se couvrant les yeux, le médecin se tourna vers la jeune fille et lui dit que si elle essayait de lui faire revivre ses souvenirs, l'homme éprouverait à nouveau des douleurs insupportables et qu'aujourd'hui, il avait déjà eu une crise. La protagoniste se rend compte que l'empereur souffre à cause d'elle et le médecin lui dit qu'il ne peut pas expliquer ce qui se passe sur le plan médical, car il n'a jamais été confronté à une perte de mémoire sélective aussi surprenante. Après réflexion, le médecin supposa qu'une telle réaction de l'empereur était due au fait qu'il l'avait rencontré il y a seulement 6 mois. Sans jamais parvenir à une conclusion, il planta que s'il ne troublait pas sa mémoire, il pourrait éviter les problèmes. L'héroïne, qui observe l'amant, se souvient de ses paroles selon lesquelles il ne pourrait jamais oublier la fille qu'il aime et devine qu'il n'est qu'un menteur. Sortant de chez elle et se dirigeant vers l'évier de la rue, la jeune fille se lave le visage. Rafraîchie, elle se rend compte qu'elle n'est pas à l'aise à l'idée de voir son homme se suicider pour les filles des autres. L'empereur ne cessait de complimenter les nouveaux invités et la protagoniste n'a pas pu le supporter. Elle s'est donc enfuie et est arrivée à la conclusion que la vie était devenue pour elle une véritable épreuve. Depuis le jour de leur conversation, Théodore avait commencé à inviter régulièrement des nobles dames au palais, bien qu'elle ait eu du mal à imaginer une telle chose auparavant, mais maintenant il était doué pour captiver les filles avec de doux discours. Soudain, Ernst s'approche de la protagoniste et, lui prenant la main, lui demande pourquoi elle pleure. L'arrivée d'un vieil ami surprend beaucoup la jeune fille, mais celui-ci lui demande de se taire pour ne pas se faire remarquer. Après avoir réfléchi un moment, il déclara que l'atmosphère du palais avait changé ces derniers temps, comme si tout était revenu à une époque où elle n'était pas encore apparue. Lorsque le frère de l'empereur prononça ces mots, la protagoniste tomba à genoux devant lui et il supposa qu'elle était malade, mais devina plus tard que quelque chose l'avait contrariée. Se penchant devant la jeune fille et la regardant dans les yeux, l'ami lui a demandé de ne pas pleurer en silence, précisant qu'il resterait avec elle si elle le souhaitait. La prenant dans ses bras pour la réconforter, Ernst lui a rappelé qu'ils étaient amis. Après l'avoir serrée dans ses bras, la protagoniste a pleuré et, quelque temps plus tard, lorsqu'elle lui a raconté son histoire, il a admis que ce qui s'était passé l'avait rendu un peu heureux. Avec un sourire et un soupir de soulagement, Ernst lui rappela que si l'ancien empereur les avait remarqués ensemble, il lui aurait arraché la tête. Et la jeune fille, entendant cela, rit avec désinvolture et confirma sa supposition. L'héroïne se souvient que la dernière fois qu'elle a demandé à son amant pourquoi il était si en colère lors de leur rencontre avec Ernst, il lui a avoué qu'il n'aimait pas les voir ensemble car il était très jaloux et qu'elle devrait être plus prudente. En y réfléchissant, la jeune fille se demanda si l'homme s'excuserait auprès d'elle lorsque la mémoire lui reviendrait. Mais elle réalisa immédiatement qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tout oublier facilement. En fait, l'héroïne aimait beaucoup l'empereur et était prête à lui pardonner beaucoup,
Aussi souhaitait-elle qu'il se souvienne rapidement de tout. À ce moment-là, l'empereur, qui observait la protagoniste et son ami, frappa du poing sur la vitre et chassa la dame avec laquelle il discutait gentiment auparavant. Perdant la mémoire, l'empereur, sans s'en apercevoir, se met à chercher des yeux la silhouette d'une jeune fille qui ressemble beaucoup à Yvonne, mais qui est une personne différente, même si elle le regarde. À cause de ses pensées pour sa bien-aimée, l'homme perdait souvent son sang-froid et jetait des papiers, mais il se rendait compte qu'il ne pouvait pas la chasser de son esprit. Se détournant, l'empereur décida de ne plus penser à ce faux et décida que c'était de sa faute s'il n'arrivait pas à se concentrer parce qu'elle parlait d'amour sans rien savoir de lui et qu'il ne pouvait donc pas lui pardonner. Essoufflé, l'empereur devine qu'il aurait dû jeter le protagoniste dehors sur le champ. Et ce dernier, qui se tient maintenant non loin de lui et se cache les yeux, se souvient que pendant tout ce temps, il l'a ignoré. Ce jour-là est inhabituel, car l'homme la grésille du regard, et elle se rend compte qu'elle a dû se tromper lorsqu'elle pensait bien le connaître. Soudain, l'assistant de l'empereur entre dans la pièce et l'informe qu'il a un visiteur. La protagoniste pense qu'il s'agit d'une jeune fille, mais à peine l'a-t-elle invitée que l'homme l'appelle pour qu'elle vienne avec lui. Figé sur place, le protagoniste se demande ce qui lui arrive, mais, décidant de ne pas résister, il l'accompagne à la rencontre de Benjamin qui, à la vue de l'empereur, s'accroupit sur ses genoux. Se tenant derrière l'homme, le protagoniste s'arrêta craintivement en remarquant le familier. Mais à peine l'empereur l'avait-il salué que la jeune fille s'avança. Après s'être inclinée, l'invité s'est présenté sous le nom de Katrina Ferdinand. Et après avoir vu la protagoniste, elle l'a regardée et lui a souri d'un air narquois, si bien qu'elle s'est demandé ce qu'il faisait ici. Lorsque Benjamin voulut commencer son discours, il fut interrompu par Katrina qui l'informa qu'elle avait une conversation privée avec le monsieur et qu'elle souhaitait donc lui parler seule à seule. À ce moment-là, la protagoniste s'est avancée et a déclaré qu'en tant que garde du corps personnel, elle ne l'autoriserait pas à parler à l'empereur, mais l'homme a posé sa main sur son épaule, l'a calmé un peu et a accepté de parler. Souriant gentiment, l'invité remercie l'empereur pour sa réponse favorable et, lorsqu'il quitte la salle, Benjamin ordonne de laisser quelques personnes devant la porte et permet aux autres de rentrer. En s'approchant de la porte, la jeune fille se demandait de quoi il parlait, mais à peine avait-elle surpris la conversation que Benjamin s'approcha d'elle, ce qui la fit sursauter. Embarrassée, la jeune fille s'est excusée de ne pas l'avoir salué alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et s'est ensuite rendu compte qu'ils étaient trop proches l'un de l'autre. Souriant, l'ami accepte ses excuses et lui demande si elle a du mal dans son nouveau travail. Il remarque aussi que ses cheveux ont repoussé, ce qui est inhabituel pour l'héroïne elle-même. L'homme a regardé la jeune fille avec tendresse et lui a dit qu'elle lui allait très bien. Et elle a baissé la tête, gênée, parce qu'il ne s'était pas vu depuis si longtemps et que l'homme commençait à lui sembler étranger. L'homme tente de parler à la jeune fille, mais celle-ci se détourne, choisissant de ne pas l'écouter, ce qui déçoit son compagnon, qui lui tend immédiatement la main. À ce moment-là, Katrina, qui était assise devant l'empereur, avoua qu'elle avait entendu dire qu'il avait eu un accident, et elle demanda donc s'il allait bien. Mais l'homme, l'interrompant, lui demanda d'en venir au fait. Sans gêne, la jeune fille a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il voyait beaucoup de filles ces derniers temps et qu'il cherchait une épouse convenable. L'homme a donc immédiatement deviné que les rumeurs s'étaient répandues trop rapidement, bien qu'il n'ait même pas parlé aux invités. L'empereur regarda la jeune fille d'un air sévère et lui demanda si elle voulait proposer sa candidature, ce à quoi elle répondit qu'elle avait déjà beaucoup de souhaits, mais qu'il était impossible de les réaliser tous en même temps. C'est pourquoi elle venait aujourd'hui avec une autre demande. Regardant directement l'empereur, la jeune fille déclare qu'elle souhaite devenir propriétaire de la famille Ferdinand et espère son aide dans cette entreprise. Mais son interlocuteur, jugeant ses propos étranges, s'empresse de les lui refuser. À peine l'homme a-t-il répondu à la demande de la jeune fille que celle-ci lui rappelle qu'il est à la recherche d'Yvonne Ternicia et lui promet de lui amener la jeune fille s'il l'aide. Se tournant vers l'invité, le protagoniste lui demande s'il sait de quoi les gens parlent,
Ce à quoi ce dernier, baissant la tête, répond que, franchement, il était le seul à être invité au palais, mais que Katrina a soudainement décidé d'y aller aussi. En y réfléchissant, l'héroïne s'étonne que la jeune fille ait décidé d'y aller elle-même, car elle pensait qu'elle éviterait désormais l'empereur. Mais, la connaissant, elle n'est pas surprise. Selon le protagoniste, Katrina était arrogante et cupide, mais elle n'a pas répété 2 fois la même erreur. Et elle était également persévérante, ce qui signifie qu'elle est venue pour une raison et qu'elle veut apparemment se venger pour la dernière fois. Cette fille a été adoptée pour devenir impératrice, elle a donc étudié tout ce temps pour cela et elle n'abandonnera pas si facilement. Elle est donc probablement venue ici pour atteindre son but. Après avoir écouté la proposition de l'invité, l'empereur lui demanda comment elle connaissait le nom de son bien-aimé, ce à quoi elle répondit qu'elle aimerait cacher la vérité, mais qu'elle voulait tout de même gagner sa confiance. Déterminée à ne pas cacher la vérité, Katrina avoue qu'elle a appris le nom de son amant par hasard. Elle dit avoir trouvé des documents la concernant au manoir Ferdinand, dans le bureau du patriarche, au sommet de la tour. Après avoir terminé son récit, Katrina résume que l'empereur ne doit pas faire confiance à cette famille car elle semble cacher quelque chose au sujet d'Yvonne Ternicia. La jeune fille a deviné que les hommes voulaient cacher la jeune fille à la famille traîtresse. Mais apparemment, cette information était précieuse pour l'homme et elle a donc décidé de l'utiliser à ses propres fins. Serrant le poing, l'empereur devina qu'il avait enfin retrouvé la trace de son vieil ami et il demanda immédiatement à son invitée si elle pouvait obtenir les documents mentionnés. En souriant, la jeune fille expliqua que l'endroit était caché par un sortilège familial et qu'elle n'avait pu y pénétrer qu'une seule fois. Mais l'empereur avait immédiatement déclaré qu'il ne pouvait pas faire d'elle le chef de la famille tant que Benjamin était en vie. La jeune fille sourit gentiment et dit qu'elle pouvait s'occuper elle-même du patriarche. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, l'homme reprit la parole et lui demanda ce qu'elle savait au sujet de la jeune fille appelée Eve Rowling. Se crispant, Katrina avoue qu'elle a entendu parler de la jeune fille depuis qu'elle est devenue son garde du corps. Ce que l'empereur confirme immédiatement, mais devine qu'il ne se souvient plus pourquoi il l'a mise à ce poste. Pensive, la jeune fille demanda à son interlocuteur pourquoi il confiait sa sécurité à quelqu'un qui n'avait même pas terminé sa formation, et devina ensuite qu'il se sentait étrange en sa présence. Sans obtenir de réponse de son interlocuteur, Katrina supposa que Benjamin avait utilisé de la magie noire sur son garde du corps, puisque cette fille avait été entraînée par lui auparavant et qu'elle était arrivée au palais si soudainement. L'empereur suppose que Benjamin a jeté un sort sur la jeune fille et qu'il la lui a envoyée. Catherine ajoute que des rumeurs courent même au sein de la famille à son sujet et qu'elle trouve étrange qu'il ait gardé pour lui une jeune fille sans domicile fixe. Se levant de son siège, Katrina décida que l'homme comprendrait lui-même le reste et lui demanda de considérer cette information comme son cadeau en l'honneur de leur accord. S'approchant de l'empereur, la jeune fille lui permit de vérifier toutes ces informations et déclara qu'elle mettrait sa tête à ses pieds si elles s'avéraient fausses, mais que s'il était convaincu qu'elles étaient vraies, elle espérait que cela l'aiderait à gagner sa confiance. Se tournant vers sa compagne et la regardant d'un air sévère, l'homme lui demanda de cesser de s'incruster, puis, saisissant sa main et la tirant vers lui, il prit la décision d'accepter sa proposition, car il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Et cette fois, il ne manquerait pas sa bien-aimée. Enfin, l'empereur et Katrina sortent dans le couloir où ils rencontrent les regards surpris de Benjamin et de l'héroïne. Et le premier se réjouit d'avoir eu une bonne discussion, mais il est curieux de savoir ce qui se passe. Au cours de leur conversation, Catherine s'approcha de l'empereur et lui demanda de se servir d'elle pour se débarrasser des mauvais vers, si bien que l'homme, se tournant vers Benjamin, déclara qu'il avait l'intention de faire la cour à la famille Ferdinand. En entendant la déclaration de l'empereur, le protagoniste se figea sur place et les chevaliers qui se tenaient derrière lui devinèrent qu'il voulait faire correspondre un invité. Ignorant la surprise de tous, l'homme ordonne de rencontrer dorénavant Dame Catherine avec des honneurs particuliers. Et la protagoniste, ayant appris ce qui se passait, perd son sang-froid et se met à pleurer, se souvenant des paroles de Théodore qui voulait faire d'elle sa femme.